19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Pas mal de choses ce soir déjà, comment allez-vous Thomas, Fred? Bonjour Fred, très bien toi? Salut les garçons, ça va. Un peu fatigué parce qu'on a eu un week-end sportivement très chargé quand même. Ah vous aussi vous avez fait un déménagement? Presque. Non, presque. On a été surtout le plus souvent au Palais des Sports, puis un petit coup de foot Voilà, américain samedi en soir. 3 jours, aussi. on a été 3 fois au Palais des Sports, tous les jours. Enfin, moi j'ai été 3 fois en tout cas au Palais des Sports. Moi 2 fois. Ce vendredi pour suivre le Grand Besançon de handball, le samedi pour le futsal et le dimanche pour suivre le SBF. Mais on s'est régalé, on a passé en tout cas de très bons moments et en plus les victoires pour presque tout le monde étaient au rendez-vous. Vous avez un abonnement à la buvette du coup? Exactement, fallait pas le dire. Fallait pas le Plus dire. une inauguration, plus hier. Oui, l'inauguration, on en reparlera justement tout à l'heure. Et bien au programme, déjà de la D1 féminine, on parlera de la Ligue 1, mais avant, là, un peu de Ligue des Champions. On sait qu'il y a un gros match demain entre Paris Saint-Germain et Barcelone, n'est-ce pas Thomas? Oui, j'ai annulé la Saint-Valentin pour pouvoir voir le match. Non. C'est ce matin dans la vrai. matinale, on a Ah. donné des conseils pour trouver des alibis pour Ah. pouvoir voir le match et ne pas faire la Saint-Valentin. Puis le C'est vrai carton qu'il- 6-0 samedi. C'est vrai qu'il va falloir de très bons alibis en tout cas. Le meilleur c'était de rompre, simplement. Exactement, c'est le meilleur. Allez, on parlera de la Ligue 1, oui, comme on l'a dit. On parlera de la Ligue 2, bien sûr, avec la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard et la belle victoire à Reims. Comme quoi, cette Ligue 2 est vraiment folle parce que voilà, on se fait battre Tout par est le possible, premier. Avec même, on va le voir, Auxerre qui bat Brest. Bref, rien n'est fini. Sochaux n'est qu'à 3 points du podium. Donc, tous les pessimistes s'abstenir. Il n'y a rien qui est fini dans le football, il n'y a rien qui est fini dans le Pessimiste sport. s'abstenir, comme dirait Tout l'autre. peut aller très très vite. Et il y aura une place aussi à gagner pour le match entre Sochaux et le Stade Lavallois. Ce sera ce vendredi. Donc on va vous poser la question de suite, comme dirait un certain humoriste. Eh bah pose-la ta question de suite. Allez, on cherche quelqu'un qui est du côté du Stade Lavallois, qui est passé par le Racing Besançon. C'était en Ligue 2 Ah, il, pour est être dans précis. il est dans les buts du Stade Lavallois. Là, franchement, je vous ai tout dit. Donc vous pouvez appeler à n'importe quel moment. On vous prendra au standard. Fred vous prendra au standard. Allez, on passe cette fois-ci à la division 1 féminine. On va vous donner les résultats. C'était la 14e journée avec le FC Metz qui va marquer un deuxième point, parce qu'il avait un point, qui a fait un partout avec Soyo. Guingamp a battu Rodez 1-0. Le Paris Saint-Germain a battu Saint-Étienne 4-0. Montpellier est allé s'imposer à Bordeaux 2-1. Marseille a battu Albi 3-1. Et l'OL a battu Juvisy 5-2. Et bien on va regarder justement au classement ce que ça donne avec l'OL qui est premier avec 36 points, deuxième le Paris Saint-Germain 35 points, troisième Montpellier 34 points. Et en bas de tableau, comme je vous l'ai dit, on retrouve Metz qui est bien là avec 2 petits points. Allez, on passe cette fois-ci à la Ligue 1 avec le jingle. La Ligue 1. Allez, les 21 matchs comptant pour la 25e, et oui, c'était la 25e journée ce week-end, avec le Paris Saint-Germain, justement, à quelques jours de recevoir Barcelone qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Alors, justement, est-ce que les hommes de Unai Emery ont fait le boulot et se sont mis en confiance pour ce match contre Barcelone? Eh bien, oui, ils se sont imposés 3-0, avec des beaux buts de Edinson Cavani à la 6e minute de jeu, de Angel Di Maria à 40e, et également encore un but d'Edinson Cavani à 47e. Bon, à 3 matchs du match contre le Barça, c'est bien. Cavani est en forme et franchement, il a mis des beaux buts en plus. Paris est en forme, ça promet pour le match contre le Barça. Donc on va tout de suite écouter les réactions dans cette rencontre. Carasso. Signé Cédric Carasso, le gardien de cette équipe de Bordeaux, et Marquinhos, le Parisien. Ouais, c'est compliqué. On sait que contre cette équipe, quand tu prends un but d'entrée, c'est compliqué. Donc c'est vrai que sur la première occasion, Cavani se retrouve en position favorable et on prend ce premier but qui te met de suite dans la difficulté. C'était pas, on aurait espéré être un peu plus constant et voilà, on le sait. Quand c'est ce genre d'équipe, on n'a pas droit à l'erreur. Donc c'est pas de but et essayer de les faire douter. Après ils se sont mis dans leur confort, ils trouvent une belle solution sur un deuxième but aussi. Donc après ça s'enchaîne. On voit encore le progrès que l'on a à faire, on va dire, pour essayer de rivaliser sur un match avec des équipes comme ça. Donc voilà, on fait pas non plus le championnat contre eux. Donc eux, ils se mènent un train d'enfer avec Monaco. Voilà, c'est deux grandes équipes.
nous on essaiera de jouer notre championnat contre les autres équipes. Oui, comme je dis, c'est frustrant parce que c'est le premier but qui est frustrant, qui met tout un peu le plan de jeu en l'air parce que c'est leur première occasion, match aller, première occasion, ils marquent. Ici, à chaque fois c'est pareil, quoi. Donc c'est vrai que c'est efficace à chaque fois, mais on sait qu'on voit la marge de progression qu'il y a sur certaines choses pour essayer de rivaliser sur un match contre des équipes comme ça. C'est vrai, je crois que Paris était très bien aujourd'hui, était efficace aussi défensivement, offensivement et ça fait la différence. Bon, ça a été la meilleure préparation, en victoire 3-0 à l'extérieur, un match difficile qu'on a proposé beaucoup de concentration, d'application défensive et bon et après aussi on a eu un bon jeu offensivement aussi et voilà, aujourd'hui c'était la meilleure préparation possible pour Maggi. Voilà, la réponse elle était là je crois. Et Marco c'est un joueur qui a un niveau incroyable. Et quand il est sur le terrain, on sait de quoi il est capable. Et bon, on est tous contents qu'il est revenu à temps de jouer ce match très important de Maggi. Eh oui, oui, ils sont bien mis dans le bon sens en tout cas avant d'affronter Barcelone. Paris a été efficace, on espère en tout cas qu'ils seront également très efficaces. Et ça sera en tout cas ce mardi contre le Barça. Allez, on passe cette fois-ci. Non, on aurait peut-être pu parler de la Ligue des Champions juste avant, mais on en parlera peut-être juste après. Ou alors on en dit un mot tout de suite vu qu'on est sur le Paris Saint-Germain. On peut en dire un mot. Le PSG, j'ai vu, était la meilleure équipe d'Europe en 2017, puisqu'ils ont obtenu les meilleurs résultats en Europe avec 9 victoires en 10 matchs. C'est ça. 29 buts inscrits. Le Barça, lui, est à 7 victoires pour 3 nuls et une défaite. Donc, en fait, le PSG est la meilleure équipe d'Europe en 2017. Après, il faut voir contre qui ils sont tombés. C'est le championnat de France, c'est pas pareil que le championnat d'Angleterre, Oui. le championnat d'Espagne ou même le championnat d'Allemagne. Ça commence à bien jouer, il commence à avoir beaucoup plus de buts. Sont pas mal. Lyon, il y a eu quand même beaucoup de buts ce week-end encore. Hein. Lyon, on le voit, il y a des matchs qui sont complètement à travers. Enfin, à part Monaco et Nice, il n'y a pas vraiment de rivalité. De rivalité, oui. Pour le PSG. Quand on parle de rivalité, oui, c'est vrai. Je pense que ça va venir avec le futur, avec Lyon qui se réveillera à un moment donné. Oui. Ils auront plus de Lyon, Marseille aussi qui vont arriver dans la course d'ici peu quand les dirigeants mettront un peu plus de moyens. Ça semble bien parti. Oui, ça commence. On va rappeler justement les affiches. Ce mardi 14 février, il y aura par exemple Benfica, Borussia Dortmund. Bon, Paris-Barcelone, on en a parlé. Les matchs auront lieu à 20h45. Il y aura également le Bayern Munich contre Arsenal et le Real Madrid qui recevra Naples. Donc ça va être sera assez mercredi. Sympa. Ouais, oui, les deux derniers matchs seront mercredi. Alors mercredi, vous regardez plutôt Real Naples ou vous regardez plutôt Bayern Arsenal? Moi, j'ai regardé les deux clubs français. Moi, je dis mardi et mercredi. Vu que je sais pas s'ils passent tous sur Bein, je sais pas. Peut-être qu'il y aura sache que une espèce de duplex. PSG Barcelone, c'est sur Bein. Oui, mardi, ça je sais, oui. Et Monaco Manchester City, c'est sur Canal. Et ce sera l'inverse pour le match retour dans 3 semaines. Oui, donc donc je pourrais en voir un 8, sur les deux. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Retour. Et voilà, on a fait notre petite parenthèse Ligue des Champions. On vous donnera justement les résultats la semaine prochaine et on reviendra sur cette journée de Ligue des Champions. Allez, on revient à notre championnat, à la Ligue 1, avec Guingamp qui recevait l'Olympique mais de Lyon, j'allais dire de Marseille. Oui. J'étais déjà parti sur le match de dimanche soir. D'abord. Mais non, mais on parle déjà de Lyon. Lyon qui s'est incliné à nouveau avec des buts de Diallo pour Guingamp à la 30e et Bénézé à la 34e minute de jeu. Tout s'est joué en 4 minutes. Malgré que ce soit Lacazette qui a ouvert le score pour Lyon à la 10e minute de jeu, les Guingampais ont renversé la tendance. Et on va justement écouter les joueurs de Guingamp, Yanis Salibur, le buteur Nicolas Bénézé et Maxime Gonalon pour l'OL. Un but, une victoire, qu'est-ce qui pouvait arriver de mieux? Un triplé? Non, je sais pas. Non, c'est vrai que ce qui pouvait nous arriver de mieux, c'était de gagner parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, surtout à domicile. Et contre un gros, on a l'habitude de faire des bons résultats contre des gros. Donc il fallait vraiment qu'on gagne à la maison. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense qu'on l'a bien fait. On en avait besoin. On avait besoin de cette victoire, surtout à domicile. On restait sur un revers. Mais on a vu que quand on a mis les ingrédients qu'il fallait dans l'envie, après je pense que l'envie on l'avait malgré tout, même quand on perdait, mais après on n'était pas toujours juste et on n'était surtout pas efficace. On est resté solidaire. Après c'est vrai que ça reste entre nous, mais aujourd'hui je peux comprendre que
qu'il y ait des attentes par rapport à ce qu'on a fait en première partie saison, ce qui est normal. Donc on va essayer de reprendre cette dynamique qu'on a eue qui nous a fait du bien et j'espère que ça va continuer comme ça. On a fait le dos rond. On s'était dit au début du match qu'il fallait retrouver nos valeurs, notre état d'esprit de rien lâcher et c'est ce qu'on a fait pendant la rencontre et c'est bien passé. Et ça tombe bien parce qu'on arrive à gagner ce soir contre une belle équipe de Lyon. Après, ce public nous a fortement aidés pour résister parce qu'à la fin, on va pas se mentir, on a eu du mal, mais on a été solidaires, on est resté un bloc solide. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de gagner ce match. Notre 10e défaite en championnat, c'est vrai que ça fait mal. Les statistiques font du mal à la tête, mais voilà, on peut plus revenir en arrière. On a fait 20 très bonnes premières minutes où on arrive à mener au score et sur leurs 2 seules occasions partent de leur but et ils sont efficaces. C'est vrai que dans ces moments-là, c'est souvent contre nous. La moindre petite faute, on la paye cash. Ça a été le cas cet après-midi et donc voilà, on a montré tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement ça n'a pas suffi et on continue à ne pas gagner et ça c'est le plus difficile à accepter. À accepter pour cette équipe de Lyon qui s'incline au Roudourou face à Guingamp. Ils joueront jeudi en Europa League. Comment ? Ils joueront jeudi en Europa League. Qui ? Les Lyonnais. Voilà, les Lyonnais, oui. Allez, on passe cette fois-ci à Nancy-Montpellier avec Montpellier qui est allé s'imposer du côté de Nancy 3-0 avec un doublé pour Mbenza à 10e et 60e minute de jeu. Il va falloir surveiller ce jeune joueur passé par le Standard de Liège car il est vraiment très fort et il sera en tout cas surveillé pour les équipes de Ligue 1 et un but aussi de Steve Mounier, 19e, qui réalise une très belle saison avec Montpellier pour le moment. Et Montpellier s'est imposé 3-0. Vous allez entendre justement la réaction de l'entraîneur Pablo Correa qui lui dit qu'ils n'ont pas touché un caramel. Donc si on peut pas toucher les caramels, c'est bon le caramel, non ? Donc au moins il est franc et sincère. Et Jean-Louis Gasset qui lui vient d'arriver sur le banc de Montpellier, lui est satisfait en tout cas de la performance de ses joueurs. C'est sûr qu'on n'a pas fait du tout le match qu'on voulait faire, qu'on a pris 7 buts en 2 matchs sans pouvoir marquer. Dès là après à faire... On verra. La suite, il nous dira si on est capable de se remettre de ce faux pas ou c'est quelque chose qui est durable. Il y avait des joueurs maîtrisés qu'on n'a pas maîtrisés. Voilà, des joueurs qui sont de qualité, reconnus. On ne les a pas découverts aujourd'hui. Voilà, c'est incapable de les maîtriser. À ce moment-là, c'est difficile. Vous savez, quand vous regardez les stats ils sont très corrects. J'ai la sensation qu'on a couru beaucoup moins que l'adversaire. Et ça c'est quelque chose qui me dérange. Mais dans la transmission des balles et tout ça, il y a eu de la précipitation, des mauvais choix, bien évidemment. Et avec ça, vous ne pouvez pas mettre l'adversaire en difficulté. Il y a une stat que je viens de regarder là comme ça. On a fait 25 centres, pas touché un caramel. Voilà, la vérité, c'est ça. Vous tirez 25 centres, vous ne touchez pas une. Ça montre en tout cas qu'on est en manque de quelque chose. Je pense qu'on a fait un très bon match au niveau surtout de la rigueur défensive. Parce que j'avais quand même mis une équipe très offensive au départ, avec des petits gabarits techniques sur une surface qui est inhabituelle pour eux. Donc je suis très, très satisfait. Allez, on part cette fois-ci du côté de Lille, où là je pense que l'entraîneur lillois Patrick Collot n'a pas dû être satisfait de la prestation de son équipe, car les Lillois se sont inclinés 2-1. Des buts de Capel à la 20e minute de jeu, malgré l'égalisation de Bissouma à la 27e, et c'est finalement Romain Thomas à la 59e minute de jeu qui offre la victoire à cette équipe d'Angers. Il y a des problèmes du côté de Lille avec beaucoup de joueurs arrivés au mercato, avec 7 ou 8 joueurs. C'est sûr qu'il faut trouver des automatismes, mais apparemment il y aurait déjà des tensions autour de ces joueurs. Donc ça ne va pas être simple pour Lille qui reste, on le verra tout à l'heure au classement, mais 17e avec 26 points. Donc attention les Lillois. Alors vous allez entendre justement la réaction de Patrick Collot, pas satisfait. Et de Stéphane Moulin, qui lui est plutôt satisfait tout en étant très objectif. Ça fait 3 défaites consécutives, donc 2 à la maison, dont 2 équipes qui étaient
avec nous dans les mêmes difficultés. Donc voilà, quand on perd 2 fois contre Lorient et contre Angers à domicile, c'est vrai que c'est très compliqué. Bien sûr que ça m'inquiète. Si j'étais pas inquiet, ça serait grave. Quand on perd 2 fois à domicile contre Lorient et contre Angers, des concurrents directs, c'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, le championnat ne se finit pas ce soir. Il y a encore 13 journées, donc voilà, il va falloir récupérer, bien analyser la situation, continuer à travailler parce que tout part du terrain et tout revient au terrain. C'est difficile, il y a rien de facile. Hein. Il n'y a rien de facile. Donc voilà, il faut continuer à travailler, à avancer et trouver les meilleures solutions justement pour avancer dans ce championnat. On est tous ensemble sur le même bateau et on a un collectif, un groupe, et j'ai un groupe à gérer pour trouver les meilleures solutions le plus rapidement possible justement pour faire avancer ce bateau. Donc voilà, maintenant, nouveau, ancien, on est tous ensemble et on doit tirer tous dans le même sens. Moi, je trouve que ce soir, on est enfin payé des prestations qu'on effectue à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on était sur 5 défaites d'affilée, mais quand on regarde bien les contenus des matchs, on n'a pas toujours été payé par rapport à notre investissement. Et ce soir, on l'a emporté, je ne vais pas dire logiquement, parce que bon, ce serait quand même manquer un peu d'objectivité, mais je trouve que par rapport à la force collective qu'on a su dégager ce soir, dans ce domaine-là, en tout cas, je trouve qu'on aurait été supérieur et on le savait, que toutes les arrivées pendant le mercato pouvaient freiner cette cohésion ou cette cohérence. Nous, c'est notre force, donc on avait vraiment insisté là-dessus. On avait notre discipline, notre rigueur et puis aussi nos qualités quand même, parce que ce soir, malgré tout, il y a 16 tirs à 14, donc ça veut dire que finalement, les 2 équipes ont eu des opportunités. On a su en concrétiser 2. Bah oui, 2, ça suffit. Hein. Ça suffit, comme dit Stéphane Moulin. Si on concrétise les 2, ça suffit pour que Angers aille s'imposer du côté de Lille 2-1. Allez, on va du côté de la principauté cette fois-ci, où les buts pleuvent cette saison. De plus en plus. Hein. Comment ? De plus en plus de matchs où les scores sont larges à Monaco. Oui, et puis même sur cette journée de Ligue 1, il y a quand même eu beaucoup de buts. Hein. On est presque à 25-26 buts. Et je ne les ai pas tous recomptés, mais rien qu'en visu comme ça, il y a quand même pas mal de buts. Et Monaco, justement, qui recevait Metz, Metz en a pris 5. Déjà par Mbappé à la 8e minute de jeu, donc ça commençait déjà fort. Falcao, 2 minutes plus tard, à la 10e. Mbappé à la 20e. Mbappé, un triplé à la 50e minute de jeu. Et puis Falcao s'offre un doublé à la 55e minute de jeu. On va écouter justement les réactions de Bernardo Silva, qui lui est forcément très satisfait. Et puis Franck Signorino, oui, on joue pas dans la même cour, comme il le dit. Oui, on est content, on a bien joué ce soir. On a gagné, c'est plus 3 points pour nous. Il reste moins un match de notre objectif. Moi, je ne sais pas encore. J'espère que ça ne sera pas très grave, parce qu'il est un joueur important pour nous. Après, ce sont des choses qui se passent dans le foot aussi. Parfois, il y a des blessures, mais on espère que ça ne sera pas très grave. Oui, bien sûr, Paris, on a regardé le match, ils ont bien joué hier. Un match très difficile toujours à Bordeaux. On a bien répondu aussi ici à la maison. Il faut garder cet avantage pour rester dans la première place. Oui, c'est normal, on a arrivé à la mi-temps à gagner 3-0. Je crois qu'on a presque 40 matchs cette saison. C'est normal après qu'on fait cette gestion. C'est aussi bon pour le groupe, mais surtout de gagner et d'avoir les 3 points pour nous. Oui, Kylian, il est un joueur magnifique. Il est très jeune, mais déjà un grand joueur. Il travaille toujours et il va arriver à un très haut niveau. C'est sûr que ça fait mal de prendre 5 buts comme ça. Maintenant, on sait qu'on est mal rentré dans ce match. 2-0 au bout de 11 minutes, forcément, contre une équipe comme ça, ça peut que empirer. C'est très dur de revenir au score. Et donc maintenant, il ne faut rien enlever à cette équipe de Monaco qui a un jeu tellement fluide qu'à chaque tir, ça s'est cadré pour le moins et but ensuite. Mais nous, on se tourne vers la semaine prochaine parce que ce match-là, personne ne nous y attendait. On a donné raison à l'opinion publique. Notre match important, c'est contre Nantes dès la semaine prochaine, un concurrent au maintien. Et surtout, il ne faut pas remettre en cause notre début d'année 2017 où on a pris 10 points sur 15. Je pense qu'on a pris une claque, c'est sûr. Mais se tourner vers l'avenir le plus vite possible et pas remettre en question les bonnes choses que l'on a fait depuis janvier.
Bah oui, par mettre en cause les bonnes choses faites par le FC Metz depuis janvier. Alors pour la blessure, oui, vous avez entendu Bernardo Silva qui parlait d'un blessé. Bah oui, c'est Gabriel Bosquilla qui s'est blessé très gravement. Alors, on lui souhaite déjà un bon rétablissement. Et pour faire une petite parenthèse avec Barcelone tout à l'heure, Alex Vidal, lui, s'est blessé également gravement. Et il en a, lui, par contre, pour 5 mois. Donc c'est vraiment des... Oui, c'est des très graves blessures et c'est vrai que ça va être handicapant aussi pour Barcelone parce que c'est un joueur qui compte dans l'effectif. Allez, on passe cette fois-ci, on change et on va à un endroit où on aime bien aller de temps en temps du côté de Toulouse. Ah oui, on aime bien aller chez voir Pascal Duprat du côté de Toulouse qui recevait Bastia. Eh ben, Toulouse marche bien parce que Toulouse s'impose, si je retrouve bien la fiche, 4 buts à 1, c'est ça, 4 buts à 1. Avec un but d'Andy Oui, Delors. en plus, j'ai vu le match, donc j'ai aucune excuse. Avec un but déjà d'Andy Delors à la 38e minute de jeu, un superbe retourné. Franchement, Et puis ça marche, magnifique. il tourne Magnifique. bien Andy depuis qu'il est revenu. Je crois depuis qu'il est revenu, je crois qu'il en est à son 3e match, si je ne me trompe pas, avec un ou deux buts par match. Ah, c'est déjà. très bien, C'est ça. bravo à lui. C'est ça, donc 3 matchs joués et 3 buts. 3 matchs joués, 3 buts, c'est bien et ça. 222 minutes jouées. Voilà, exactement. Donc, oui, c'est un vrai buteur. Hein. C'est un renard des surfaces. Et puis, dès la 38e, il offre un très beau retourné. 3 buts, 3 tirs, 5 tirs cadrés, 5 tirs cadrés, 3 buts. Ouais, non, mais c'est vraiment un très très bon attaquant. Avec un doublé avec un doublé de Martin Braithwaite à la 43e et 76e sur penalty. Alors que Onyongue avait lui réduit un petit peu l'écart, le score à la 54e minute de jeu. Et c'est Issa Diop à la 86e qui parachève le bon match des Toulousains. Vous allez entendre justement Pascal Duprat et Tsicolini. Et Pascal Duprat qui fait qui aime bien en tout cas le Sporting Club de Bastia, qui souhaite que le club corse reste dans l'élite la saison prochaine parce qu'ils partagent en fait, vous allez écouter, les mêmes valeurs. La première mi-temps était catastrophique, c'est avec beaucoup de chance que nous menons au score, les Bastiais doivent mener. D'ailleurs j'en profite pour saluer mes amis corses, les dirigeants du club Bastiais, pour leur dire que j'ai toute confiance en eux, je sais qu'ils vont se maintenir, que la période est difficile. Je le souhaite ardemment parce que ce club correspond à certaines de mes valeurs, celles que je trouve dans mes montagnes, que je trouve ici aussi. On a besoin de clubs comme ceux-ci, non aseptisés, dans notre championnat de Ligue 1. Certainement la fatigue, j'ai pris le parti d'aligner 3 fois consécutivement la même équipe. Mais il y a quand même un paramètre que je ne peux occulter ce soir, parce que ça fait maintenant presque 1 an que je suis ici, et je dois reconnaître que la pelouse du stadium est catastrophique. Nous sommes ici donc dans la 4e ville de France, le stade est un bijou, il est merveilleux. Les joueurs ont envie de donner à leurs supporters. Les supporters sont toujours derrière nous, en tout cas depuis que je suis là. Et malheureusement, ils jouent sur un champ de patates. Et un champ de patates en Ligue 1, ça ridiculise un club, le TFC, ça ridiculise une métropole, la 4e ville de France encore une fois. N'allez pas me dire qu'on ne peut pas, ici, à Toulouse, disposer d'une pelouse digne de ce nom. Je parle ici de la pelouse, mais je pourrais également parler des terrains sur lesquels nous nous entraînons toute la semaine. Savez-vous que je suis obligé de quantifier la charge de travail due à la pelouse parce que les joueurs fatiguent musculairement, enfoncent de 20 cm tous les jours à l'entraînement. Quand on voit notre première demi-heure et qu'on voit qu'on perd 4-1, on peut se poser des questions. Après, moi 0-0, j'aimerais bien revoir l'arrêt de Lafont. Après, on a des opportunités dans la première demi-heure, comme tous nos matchs. À l'extérieur, c'est difficile. Quand on a autant d'opportunités, on n'en met pas une au fond. Puis après, on se fait punir sur un coup de pied arrêté. Et un autre but coup sur coup. Après, à 8, à 9 et à 10, c'était injouable. Bon. Vous savez, quel entraîneur ne serait pas fragilisé dans la même situation? Tout le monde est fragilisé. Après, nous, on a un comité directeur, un président. Et quand il faut prendre des décisions fortes, ils les prennent. On l'a vu plusieurs fois par le passé. Et il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Parce qu'on a des rapports francs et cordiaux avec les dirigeants. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne sais pas, moi j'ai entendu un téléphone sonner derrière. C'était peut-être le président du club Bastia pour peut-être signifier que c'était fini pour François Ciccolini. Mais non, apparemment il est encore sur le banc, bien sûr. C'était une boutade. Mais bon, c'était pas mal. C'était vraiment le téléphone à la Derrick.
Voilà Navarro. Je suis sûr que tu nous imites bien Navarro, Fred. Navarro, j'écoute. Ah oui, c'est pas mal. Pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je sais pas s'il y a simulé à côté, mais... Ah, je ne sais pas, on verra. Allez, on passe cette fois-ci. On vient vers chez nous, du côté de Dijon, Dijon-Caen. Un match qui s'est déroulé sous la neige, car il y a une grosse tempête de neige du côté de Dijon. Hein. On se demandait même si le match allait avoir lieu. Finalement, il a pu se tenir, mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire. Je crois que j'ai même Patrice Garande qui disait qu'il y avait un de ses fils qui l'avait appelé, je pense qu'il doit être du côté de Dijon, qui l'avait appelé pour lui dire qu'il ne savait pas si le match allait pouvoir se jouer parce qu'il y avait quand même beaucoup de neige. C'est bizarre. Il a pu avoir lieu. Hein, oui, il a pu avoir lieu. Et puis c'est vrai que dans cette rencontre, vous allez entendre justement les réactions d'Olivier Dalloglio et Patrice Garande, car Dijon s'impose 2-1. Des buts signés... 2-0. Si j'offre un but au Canet, les Dijonnais ne vont pas être contents. C'est bien 2-0, oui. Avec un but de Mehdi Abed à la 40e minute de jeu et un but de l'inévitable Loïs Diony à la 86e minute de jeu. Alors c'est vrai que dans ce genre de match, quand on joue sur la neige, c'est la première équipe qui ouvre le score, qui prend un ascendant, et après il est difficile pour l'équipe visiteuse de revenir au score. Vous allez entendre justement les réactions des deux entraîneurs, et c'est un peu les réactions qu'ils ont après cette rencontre. Au point de vue comptable, puis le fait de ne pas avoir pris de but, même si ça a été chaud quand même, c'est vraiment positif pour cette fin de semaine, vraiment positif. Et je pense que l'importance du premier but, c'est important de marquer en premier. Il y a eu des occasions des deux côtés. On a eu le bonheur de marquer en premier, et c'est vrai que ça rassure, ça soulage aussi les équipes. Donc c'est le genre de match qui se joue sur des détails. Donc là, c'était un gros détail, la mettre au fond. Donc je suis content que ce soit Mehdi qui a fait un gros travail et qu'on a pu récupérer au dernier moment qui marque. Ça fait la différence cette première mi-temps. Après, c'est vrai qu'ils se sont procurés, notamment sur des contres qu'on n'a pas bien géré, de grosses occasions. Mais on en a eu aussi avant, de grosses occasions avec des arrêts de Vercoutre aussi. Pas oublier que les deux gardiens ont été vraiment présents ce soir. C'est un match qu'il fallait gagner, il fallait au courage. Donc il y a des matchs comme ça, ils seront peut-être moins beaux, mais je pense que si on veut pouvoir produire du jeu après, il faut aussi qu'on se rassure sur le plan comptable. Quand on a fait son match, je trouve qu'on a fait notre match. Alors je ne veux pas dire qu'on a fait un bon match, mais on n'a pas fait un mauvais match. Après on l'a perdu parce qu'on sait que on a fait une erreur sur le plan défensif. Après on sait que sur des terrains comme ça, dans des conditions aussi difficiles que ça, quand on prend un but, c'est compliqué après de revenir, parce que c'était quand même compliqué de développer du jeu. Et je trouve que les deux équipes ont essayé de le faire, mais je vous garantis que c'était pas facile. Après, on a quand même 5 situations très nettes de but, 2 en première mi-temps par Ivan Santini, on en a 2 avec Yann Caramo en deuxième mi-temps, plus la dernière avec Steele. Alors on a manqué d'efficacité. Oui, c'est parti Thomas. On a un peu... Oui, les deux Fred discutent pendant que je leur dis on est à l'antenne. On était en train de discuter une match, discuter de sport, ça y est, c'est reparti. Allez, on passe cette fois-ci à ce dimanche avec plusieurs matchs. Rennes-Nice tout d'abord avec finalement un match nul, 2 buts partout, avec l'ouverture du score très rapide pour Rennes avec Morgan Amalfitano à la 7e minute de jeu, d'ailleurs ex-Dijonnais lui, ex-Lillois pardon. Et également, vous allez avoir Giovanni Sio qui a marqué également, l'ancien Sochalien, à la 21e minute de jeu. Rennes mène 2-0, mais finalement Nice va revenir dans cette partie avec Donis à la 59e minute de jeu et Valentin Esseric à la 81e. Et vous allez entendre les réactions de Christian Gourcuff, pas forcément satisfait, car Rennes monte en puissance ces dernières semaines. Et puis Nice, l'entraîneur Lucien Fabre qui lui a un constat clair. On s'est fait presser comme des citrons, mais finalement Nice a quand même beaucoup d'orgueil et a réussi à revenir dans cette rencontre pour arracher un bon point. Une première mi-temps assez bien maîtrisée. J'aurais préféré qu'on ait encore davantage la possession. Enfin, d'une façon générale, c'était bien maîtrisé avec une équipe aussi qui permet le replacement. Contrairement au match de mercredi, permettait des transitions assez faciles. Donc on les a gênés par un bloc assez haut, sans aller trop se faire aspirer ce qu'ils cherchent à faire. Donc le premier mi-temps qui était bien maîtrisé, on menait 2-0. Après le tournant, je sais pas, parce que déjà il y a la sortie de Joris Sonagnon qui est à la mi-temps qui évidemment nous fragilise parce que ça déséquilibre l'équipe. Il n'y avait pas trop de solutions.
Et puis on passe de l'occasion du 3-0 après à 2-1. Donc après, on sait très bien que psychologiquement, là, ça change la donne. Et puis, en deuxième mi-temps, on affiche un manque de maîtrise, une fébrilité qui remet Nice en selle, quoi. Après le deuxième but, et dans les dernières minutes, il y a encore la sortie de Rami Bensebaini qui accentue encore notre déséquilibre. Donc c'est vrai que sur la fin, on peut même le perdre. On s'est fait presser comme des citrons et ils le faisaient très bien. Je l'avais dit, c'est une équipe qui commence gentiment à prendre forme. Et puis, ils ont trouvé leur système 4-4-2, presse très haut et ils sont très durs à franchir. Je crois qu'entre les lignes arrière et les deux attaquants qui sont les premiers remparts, il n'y a pas beaucoup de mètres, quoi. Et c'est très très dur à sortir le ballon. Il fallait beaucoup plus jouer simple, directement par-dessus la défense. Parce que jouer petit, ça va au bout d'un moment, parce que l'équipe se fatigue, l'équipe adverse se fatigue. Et on a joué trop vite petit. Ben oui, j'ai trop vite petit, mais finalement, Nice s'en sort bien en arrachant le nul dans un match qui était plus que compliqué pour l'équipe niçoise. On va du côté du stade Geoffroy Guichard et pour justement suivre l'AS Saint-Étienne qui recevait Lorient de Mathieu Pébernès. Et ben justement, ça s'est mal passé pour les coéquipiers de Mathieu qui s'incline 4-0. Alors ça a commencé dès la 18e minute de jeu avec Loïc Perrin qui ouvre le score pour les Verts. Ensuite, Verretou, 2 minutes plus tard, à la 20e, double la mise. Avant que Romain Amouma, qui marque toujours son petit but, à la 58e minute de jeu. Et il est imité par Intima à la 90e, qui aggrave le score pour Saint-Étienne et qui l'emporte 4-0. Vous allez justement entendre les réactions de Vincent Pajot, le Stéphanois, qui lui, bien sûr, est très satisfait. Et Mathieu Pébernès, qui dit simplement il ne faut pas lâcher. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'on a la faculté à bien entamer nos matchs. C'est ce qui fait notre force en ce moment. Le coach insiste énormément sur nos premières minutes pour presser haut, aller chercher et se rendre le match plus facile. Et c'est ce qu'on arrive à faire. On marque assez tôt en début de match et ça nous facilite après le contenu de match. Non, je sais pas. Après, je pense qu'on a fait une bonne prépa en janvier. On a eu la chance de pouvoir aller faire des stages et travailler dans de bonnes conditions. Puis voilà, je pense qu'on a retrouvé nos bases qui faisaient notre force. Donc voilà, il faut continuer dans ce sens-là. Ouais, c'est sûr qu'on aura énormément de confiance. Après, c'est un tout autre match, c'est une autre compétition, c'est toujours différent. Mais en tout cas, c'est un bon résultat à domicile. On garde notre 5e place et c'est l'importance. Ok, apparemment que, je sais pas, on a du mal dans les entames de match. On prend 2 buts en 20 minutes, alors qu'ils n'ont quasiment pas d'occasion. La moindre erreur, on la PK, je peux voir sur le dernier but. Frappe le poteau, ça rebondit sur le dos de Benj. On prend un but, voilà, ça ne nous sourit pas, il n'y a rien qui nous sourit, mais je pense que dans l'état d'esprit, on doit faire mieux, notamment dans les ententes de match. On a beaucoup de difficultés, on casse beaucoup de buts, beaucoup trop de buts. On concède beaucoup d'occasions et dans la situation dans laquelle on est, c'est compliqué. Maintenant, on sait que ça va être difficile jusqu'au bout. On a des matchs compliqués, on joue Saint-Étienne, on a Nice. Après, on va enchaîner avec Marseille et Paris. C'est des équipes costauds, mais nous, il va falloir qu'on se remette en question parce qu'on ne fait pas assez. Aujourd'hui, on doit faire beaucoup plus d'efforts dans l'envie. Dans la combativité, voilà, notamment sur des erreurs individuelles, au manque de concentration, il faut améliorer ça. C'est usant, oui, parce que de prendre des buts ce soir 4-0, même si c'est vrai que ce soir, je pense qu'il n'y a pas photo, parce qu'on a fait une première mi-temps, on a été inexistant, même si en deuxième, on s'est peut-être un peu mieux rattrapé, on a pris beaucoup plus de risques en deuxième mi-temps, mais voilà, je le répète, dans la situation dans laquelle on doit faire beaucoup plus que ce qu'on a fait ce soir et ce qu'on a démontré. Ça va pas être facile, mais voilà, on a un groupe de qualité. Ce soir, il manquait pas mal de joueurs, on va récupérer des joueurs importants, mais il ne faut pas se cacher derrière ça, il faut continuer à travailler parce qu'on est en difficulté, mais ça va passer par le travail et puis à un moment donné, ça va tourner pour nous. Bah oui, ça va tourner pour eux, en tout cas on l'espère, pour les hommes de Bernard Casoni et Mathieu Pébernès. On sait toujours quand on est dans les dernières positions, et ben voilà, c'est difficile de faire de bonnes passes, on prend des buts casquettes, comme là, avec le ballon qui rebondit sur Benjamin Lecomte, le gardien de cette équipe de Lorient, et finalement le ballon finit au fond. Bah, c'est comme ça, quand on est dans les dernières positions, c'est ce qui arrive. Oui Fred, tu voulais dire quelque chose. Bon, Saint-Étienne aussi on reparlera, mais qui sont à la veille aussi d'une échéance européenne assez importante contre Manchester United jeudi soir. Donc. Oui, on espère en tout cas qu'ils feront bonne figure, les Stéphanois. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas favoris face à Manchester United, donc il faut prendre du plaisir et puis jouer tout simplement. Jouer. C'est une grosse semaine européenne chargée, quoi, on peut dire. Pour les clubs français, mais c'est une semaine hyper motivante. Il y a PSG Barcelone demain. Oui, s'il y en a qui veulent venir voir le match chez moi, qui viennent d'ailleurs. C'est
c'était un message J'ai cru que tu allais me dire aller voir le match au Paris Saint-Germain. Ah, J'allais te pourquoi dire, pas. bon, bah, on y va. Allez, on Non, part. j'étais au Parc des Princes avant-hier. Ah d'accord. Bon, moi je serai en finale, mais de la Coupe de la Ligue contre PSG Monaco. Ce sera le 1er avril. Oui, je serai au stade. C'est pas un poisson, hein. Non, je serai au stade des Lumières du côté de Lyon. D'ailleurs, je salue Patrick qui organise ce voyage. Allez, on passe cette fois-ci au grand match avec le grand match de cette 25e journée. À 21h, Nantes recevait Marseille. Il y a eu des buts en tout cas dans cette rencontre. Il y en a eu 5 exactement. Alors pour Marseille, pour Nantes, eh bien non. Pour les Nantais, avec un but marqué dès la 12e minute de jeu par Diego Carlos. Et c'est Stepinski qui va aggraver le score pour l'équipe nantaise à la 20e minute de jeu. Et finalement, à la 49e, en revenant en seconde période, Marseille va réduire le score. Mais c'est Thomasson à la 50e qui redonne un avantage plus affirmé du côté de Nantes avec 3-1. Et Gomis, à la 61e minute de jeu, ramène Marseille à une unité, 3-2. Là, on se dit que Marseille va pouvoir réaliser quelque chose. Mais non, ce n'était pas suffisant et c'est Nantes qui s'impose 3-2. Vous allez entendre justement les réactions de Valentin Rongier, le Nantais, qui est lui, bien sûr, très content de cette victoire, car en face, c'était quand même Marseille, ce n'est pas rien. Et Dimitri Payet qui, lui, dit simplement, on n'a pas été assez agressif, assez combatif, et on a été puni. Ouais, ça fait plaisir. Je me souviens de la victoire contre l'OM il y a 2 ans. Moi, j'étais en tribune, et là, je l'ai vécu sur le terrain. On avait besoin de cette victoire, et elle est encore plus belle un dimanche soir contre Marseille. Je pense qu'on fait plaisir à tout le monde. On recommençait à parler de notre inefficacité, et là, on marque 3 buts à Marseille, qui n'est pas une petite équipe. Donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses positives à retenir ce soir. Et on va essayer d'enchaîner maintenant. Et c'était important, oui, c'était très important. On a réussi à le faire, tant mieux pour nous, parce qu'on savait que ça allait être dur. Ils allaient mettre la pression. Et ce 3e but, je pense qu'il leur a fait mal. Il leur a mis un petit coup au moral. Malgré ça, on a continué d'aller de l'avant, d'essayer de ne pas trop reculer. Et puis voilà, on est allé la chercher avec les tripes, celle-ci. Celui-là, c'est grâce à toute l'équipe. On a tous très bien travaillé ensemble. Et sur un plan personnel, ça fait toujours plaisir à recevoir comme distinction. Mais voilà, on va continuer de travailler. Il n'y a rien qui est fait. Oui, je pense qu'on monte 2 visages, un à domicile et l'autre à l'extérieur. Mais je pense que ce soir, il a manqué beaucoup trop de choses pour pouvoir exister dans ce match. C'est la première chose à laquelle on a failli. Donc on savait que c'était une équipe qui mettait beaucoup d'impact. On voulait exister déjà dans ce domaine-là, c'est ce qu'on n'a pas su faire et je pense que c'est là qu'on a perdu le match. Oui, on savait que c'était compliqué, on savait, je l'ai dit, que cette équipe mettait beaucoup d'impact et on a été inexistant dans ce domaine-là. C'est ce qui a fait notre première mi-temps. C'est vrai, on pensait que voilà, on avait pris les leçons de Metz, je pense qu'apparemment non, donc voilà, on va se remettre au travail dès demain et essayer de gagner le prochain match à domicile contre Rennes. Oui, Dimitri Payet, prochain match à domicile contre Rennes, si je ne me trompe pas. Et oui, ce sera le samedi 18 février à partir de 17h. Et oui, il faut se remettre au travail, car cette équipe marseillaise est pour le moment 6e avec 36 points. Justement, on va vous donner le classement de cette Ligue 1. Avec Monaco qui est en première position avec 58 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain à 55 points. Troisième, Nice, 53 points. 4e, Lyon, 40 points. Voilà, il y a déjà 13 points. Donc, le titre risque fort de se jouer entre Monaco et le Paris Saint-Germain, même si Nice n'est qu'à 53 points. En tout cas, ces 3 clubs sont concernés. Saint-Etienne, lui, est 5e avec 39 points. Et 6e, comme je disais, Marseille avec 36 points. En bas de classement, pour le moment, on a 18e Caen avec 25 points, 19e Bastia à 22 points et 20e Lorient avec 22 points. Bon, il n'y a vraiment rien de fait non plus pour le maintien parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se tiennent en peu de points. Vous voyez, à la 11e place, Montpellier est à 29 points. Après, il y a un petit trou avec Rennes qui est à 33 points. Mais franchement, il y a déjà plus de 10 équipes, 9 équipes déjà qui vont être concernées. Vraiment dès le milieu du tableau, quoi. Oui, ça va être chaud la fin de saison. Il va falloir que les arbitres soient vraiment au top. Parce qu'à mon avis, la moindre décision va être contestée. Ça va être en tout cas, ça va être très, très, très tendu pour cette fin de saison en Ligue 1. Bon, après, vous allez me dire, c'est bien pour les supporters, enfin les supporters, peut-être pas forcément, mais bon, je veux dire, les spectateurs, tous ceux qui sont devant leur écran de télé, ça va être sympa de suivre ça. Et on va, à mon avis, sur beIN Sport, ils font pas la clochette. Je crois qu'il y a sur Canal qui font la clochette, peut-être avec le multiplex. On va entendre les cloches. Y a pas de cloche. Non, c'est fini, ils ont fini ça. Non, on attendra maintenant la 37e journée sur Canal pour la prochaine sonnette. Oui, mais ils font encore sur Canal la sonnette, rassure-moi.
la petite sonnerie, multiplex les 2 dernières journées. Ah, ils le font toujours. Ils le font toujours. Bon, on attendra au mois de mai, c'est pas maintenant. Ils le feront toujours. Oui, non, c'est pas maintenant. Non, mais je parlais de la fin de saison. En tout cas, on souhaite bonne chance aux 10 équipes qui sont encore en jeu pour le maintien. Donc, après, d'ici la fin de saison, il y en aura peut-être un peu moins. On sait pas. Mais pour l'instant, tout peut aller vite. Mais bon, serré. on est déjà à la 25e journée. Donc, Lorient peut encore se maintenir à ce stade-là. Il reste plus que 13 journées. Bah oui, tout le monde a sa chance en tout cas. Mais il faut pas trop se décrocher avec Bastia et Lorient qui ont 22 points. Il ne faut pas non plus être trop décroché pour le sprint final. Allez, justement, on va aller appeler Alexis de Freitas et on va parler des jeunes du FC Sochaux-Montbéliard. Justement, on va réagir à l'actualité parce qu'il n'y avait pas de match de CFA. Oui, Thomas, on peut reposer la question peut-être parce qu'elle n'a toujours pas été gagnée cette place. Oui, la place à gagner. Un beau match, Sochaux, Stade Lavallois. Il faut être là. On va en parler après de l'actualité sochalienne. Avec une place à gagner en latéral, donc c'est une belle place. On cherche quelqu'un qui joue du côté du Stade Lavallois, qui est dans les buts du Stade Lavallois et qui est passé par le Racing Besançon qu'on connaît bien ici. Donc appelez-nous au 03 81 50 67 51. C'est pour ça que je n'avais pas donné le numéro. Donc peut-être qu'ils n'ont pas appelé à cause de ça. Oui, il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Oui, non, c'est toujours le même. Le stade Lavallois est avant-dernier de la Ligue 2, donc Sochaux devrait perdre normalement, puisque Sochaux... mais jamais 203. Donc on a perdu à Orléans, on a perdu contre Auxerre. Là, on peut pas perdre contre le Stade Lavallois. Si, justement, on devrait perdre parce qu'on perd contre les petits. Les petits, pardon, c'est pas pour offenser ou quoi. Non, mais de toute façon, on perd contre les mal classés. Donc, c'est simple, on est que 2, tout le monde peut perdre. Voilà. Non, mais tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner. Donc ça serait dommage de louper ça. Donc appelez pour gagner cette place. Pour aller voir la belle défaite de Sochaux face à l'avant-dernier. Toi, tu vas te faire des amis. Non, mais comme ça. Tu vas te faire des copains. Non, mais c'était décevant à chaque fois qu'on croyait que Sochaux revenait en faisant des belles victoires. Ils reperdent contre. En fait, c'est chaque fois qu'on s'approche du podium, il va y avoir un truc, un fil. Ils se disent c'est bon, c'est gagné, et puis ils arrêtent de courir. Et à chaque fois, on trébuche, quoi, en fait. Non, mais c'est ça. Ou alors ils font durer le suspense. C'est fait exprès. On est avec Alexis de Freitas. Je vais lancer le jingle. Jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Bonsoir Alexis, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Écoute, parfaitement bien, tout le monde va bien. Là, Fred est sur la tablette, là, il s'endort sur la tablette. Thomas est au platine, il fait le DJ. Et c'est parti pour la soirée. Allez, on va s'intéresser aux jeunes Sochaliens. Après une défaite 2-1 du côté d'Évian, les Sochaliens se déplaçaient à nouveau et cette fois-ci c'était du côté de Reims. Alors l'ont-ils emporté comme les professionnels dont on va parler juste après? Eh bien non, hélas, ils n'ont pas fait la même performance que les professionnels puisqu'ils ont perdu également 1-0. Donc pour parler du 11 rapidement, seulement 2 changements comparé à la semaine dernière. Avec Mbakata et Moltenis qui remplaçaient Saint-Fleur et Kuntz. Donc le reste du 11 c'était identique avec Juan Olocache, San et Warhol qui complétaient la défense. Une Bedenstock, Zepeki Septi au milieu, Beuve Archimède sur les ailes et Glensin en pointe. Donc pour parler du contenu du match, justement les Sochaliens, comme les professionnels, vont faire une très bonne entame avec la plus grosse occasion de la première mi-temps. Un face-à-face de Gladslin qui hélas est perdu et remporté par le portier adverse. Et justement, 5 minutes plus tard, Reims ouvre le score sur corner à 10 minutes avant la mi-temps. Donc à la mi-temps, on est mené alors que c'est pas forcément mérité dans le sens où un match nul est logique puisque le match aurait pu basculer sur la première occasion sochalienne. Une deuxième mi-temps plus équilibrée avec une équipe de Reims qui cherche à faire le break rapidement. Un très bon Juan Locage, comme à l'habitude, et un Sochaux qui quand même est dangereux, et il va être encore plus dangereux avec l'entrée de Brian Lasme. L'entrée de Brian Lasme, moi, j'ai pas trop compris pourquoi il n'était pas titulaire. Sans doute que Eric Elie a ses raisons, mais peut-être qu'on l'a laissé un peu au repos. Mais c'est vrai que le jeu s'est bonifié quand il est rentré. Ce qui est sûr, on a déjà vu son potentiel en pro. Oui. Et donc, ça s'est fini sur une défaite regrettable, puisque pour moi, on aurait pu ramener au minimum 1 point, voire même gagner le match, puisque ça s'est joué à rien. Et bon, pour tous ceux qui me demandent si les U19 sont en crise à l'heure actuelle, je pense pas. Il y a eu des choses très intéressantes. On a fait jeu égal avec Reims.
Il y avait une équipe très collective, on était assez investis, volontaires, appliqués. J'ai vu une belle équipe. Après, c'est vrai que bon, on n'a pas été décisif et Reims, sur sa première grosse situation dangereuse, a été décisif. Et donc, c'est vrai qu'avec cette courte défaite et ces 2 défaites d'affilée, les Sochaliens se retrouvent 5e avec 32 points et comptent donc 10 points de retard sur le deuxième, qui était l'objectif de la deuxième partie de saison dressé par Eric Elive. Donc, on est à 10 points de Nancy, mais on a 2 matchs de moins que Nancy. Donc, on peut peut-être espérer se relancer. Oui, puis les gens, c'est toujours la crise. C'est pas la crise quand on perd des matchs, pas toujours. Ça s'explique aussi également. C'est comme ça, on peut pas toujours gagner non plus, n'est-ce pas? C'est sûr, puis c'est surtout que c'était pas un mauvais match. Franchement, oui, voilà. même Eric Elive était satisfait. Satisfait, on peut pas se satisfaire d'une défaite, mais oui, c'est sûr. Mais... l'envie de ses joueurs. C'est vrai que Eric Elive n'hésite pas à dire quand les joueurs n'étaient pas bons. C'est vrai qu'il n'hésite pas à faire passer le mot. Alors, c'est vrai que là, il était satisfait des efforts et de la prestation. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des matchs... on peut faire des bons matchs et ne pas gagner, et faire des mauvais matchs et gagner. C'est ça c'est le foot. Exactement. On peut être content du contenu du match, mais pas forcément du résultat final. Allez, on passe cette fois-ci à l'autre équipe sochalienne. Après une grosse victoire à Mulhouse, 6 buts à 1. Les Sochaliens recevaient Amnéville. Amnéville l'ont-ils emporté aussi facilement que le match aller où le score avait été de 3-0, il me semble? Eh bien oui, ils l'ont emporté encore plus largement, puisque ce fut encore un nouveau gros score, comme tu l'as dit. Un nouveau gros score des hommes de coach Vallée, avec une victoire 5-1. Donc pour ce match, on a une défense, la défense identique au week-end dernier. Donc Leriti Lokaj, Lambolé, Nubiala en latéraux et Nsakala et Baki en défense centrale. Offensivement, on peut signaler le retour de Lucien Adong, le jeune Lucien Adong qui remplace Jazoug. Et puis les autres joueurs, c'était exactement comme la semaine dernière avec Ndiaye, Guéhin, Le Sueur, Bariki, D'Ambrosio. Donc une équipe des U17 que j'ai trouvé sérieux, appliquée. Un début de match où on n'a pas réussi à faire la différence, mais on se met quand même rapidement à l'abri avec une ouverture du score du jeune Ndiaye. Donc sur une grosse erreur, on peut dire, une grosse erreur défensive à la demi-heure de jeu. Donc c'est le 4e but de cette saison pour Ndiaye qui est à 2001. Donc vraiment une très bonne saison de la part de Ndiaye, tout comme Adong, les 2 jeunes qui se sont vraiment révélés. Puis après, le Sueur va inscrire un doublé en 5 minutes pour porter le score à 3-0 à la mi-temps. Donc un doublé complet, on peut dire, puisqu'il marque le premier but de la tête et le deuxième du pied. Donc 2 actions très bien construites, avec notamment une nouvelle passe décisive de Lambolé sur ce but. Donc c'est vrai qu'à la mi-temps, à 3-0, le match est plié. Et donc après, les Sochaliens, comme à l'habitude, comme avec Michael Vallée, c'est ce que les supporters apprécient, moi le premier, c'est qu'ils vont continuer à jouer. Et même si Amnéville va faire une très bonne deuxième mi-temps, d'ailleurs ils ont fait un très bon match, les Sochaliens vont inscrire le 4e but. Donc un nouveau but de Mehdi Bariki, très en forme ces derniers temps, à 10 minutes de la fin, donc 4-0. Et c'est le 8e but pour Mehdi Bariki en 7 titularisations de tête. Pareil, une très bonne saison pour Mehdi Bariki, qui est assez utilisé en joker et titulaire ces derniers temps. Et Amnéville va être récompensé. Je suis assez content d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'ils ont fait un bon match. Et bon, le score de 4-0, on va dire, est logique, puisque les Sochaliens étaient vraiment très très forts. Et c'est vrai que donc ils sont récompensés, donc c'est pas illogique. Puis bon, c'est vrai que les Sochaliens auraient bien aimé garder la cage inviolée, mais bon, ils sont toujours meilleure défense, donc on peut leur accorder le but. Puisque même après ce but, 1 minute après, dès l'engagement, les Sochaliens vont marquer le 5e avec Messicea, entré en cours de jeu. Donc Messicea, c'est une promotion interne, il est en U15 l'année dernière, il est monté, c'est un joueur très technique. Et donc il a inscrit son premier but en U17, donc c'est pareil, ça va être un joueur à suivre l'année prochaine, je pense. Et donc score final 5-1, puis pour parler du classement, les Sochaliens conservent la première place, avec 8 points d'avance sur le 2e Metz et 2 matchs de retard sur le 2e Metz, justement. Et donc une meilleure différence de but, et donc comme je l'ai dit, meilleure défense et toujours meilleure attaque. Une belle équipe des U17 Sochaliens en tous les cas, qui continue en tout cas son festival offensif. Ah oui, c'est sûr.
Eh ben merci Alexis pour toutes ces informations sur nos jeunes équipes du FCSM. Puis on se retrouve lundi prochain. Eh ben oui, puis donc en milieu de semaine, 2 matchs en retard qui auront lieu. C'est Donc vrai. mercredi, les matchs de la CFA2 qui reçoit Ornans. Donc à 20h, pour ceux qui m'ont demandé s'ils pouvaient aller voir le match, c'est à 20h à Méziré. Et les U17 jouent également au centre de formation. Donc c'est mercredi et de tête, je dirais que c'est à 15h. Donc pour ceux qui voulaient aller voir le match et qui veulent me faire part de leur avis, c'est avec plaisir. Sinon, moi, je transmettrai mon avis et les résultats à Fred et je pense qu'il les mettra sur la page jeudi pour ceux qui veulent suivre. Et puisque c'est vrai que lundi, on aura les matchs du week-end à commenter, donc ça sera compliqué sinon. Donc je pense que les matchs de milieu de semaine, on les mettra par écrit sur la page, ça sera plus simple pour vous. Oui, après on verra comment on fera. On en parlera peut-être un petit coup. On verra suivant les invités qu'on a. En ce moment, c'est très compliqué en ce moment d'avoir des invités, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Comme on reçoit que des équipes qui sont en bas de classement, n'ont pas forcément envie de communiquer. Donc c'est un petit peu compliqué. Ce sera peut-être mieux avec la semaine prochaine avec le club corse de l'AC Ajaccio qui lui en milieu de tableau, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En tout cas, on espère. Eh bien, merci Alexis, et puis on se retrouve lundi prochain, même endroit. C'est ça. Eh ben, ben, bonne semaine à vous. Eh bien, bonne semaine, et puis à bientôt, bon week-end. Ça marche, merci. Eh bien oui, c'était Alexis de Freitas qui nous parlait justement des jeunes équipes du FCSM avec une belle équipe U17 et U19 en tout cas. Eh bien, on va passer cette fois-ci à la Ligue 2, à la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard. Allez, c'est parti. La Ligue 2. Le jingle de la Ligue 2. C'est parti. Oui, c'était le jingle Ah, de la Ligue 2. c'était le jingle, d'accord. Il voulait pas démarrer, c'était le jingle D'accord, Ligue 2. d'accord, ok. Oui, Fred, il me fait des grands signes là. Oh là, qu'est-ce qu'il a? Il me fait des grands signes. Qu'est-ce qui se passe? Non, la radio est encore debout. C'est bon. Moi, j'ai une c'est bonne bon. nouvelle. J'ai enfin la réponse sur la question. Alors la personne veut peut-être passer Donc, en Elle direct. veut passer en direct. Allez, on le fait tout de suite. Allez, c'est parti. Et c'est quelqu'un qui habite à Besançon, pour être précis. Ah, bah écoutez, ça tombe bien alors. Bonsoir. 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 Ah, je crois reconnaître la voix. Je sais pas si c'est une question pour moi. Hein. Vous pouvez répéter la question? Oh non, vous l'avez bien entendu la question. Non? Non. Non, vous l'avez pas entendu la question? Ah bah si. Allez, je vous l'ai dit. C'est Yo-Yo, c'est Capone. Bah oui, Lionel Capone, bien évidemment, bien évidemment. Bon bah bravo, vous avez gagné la place pour aller au Stade Lavallois. Voilà. Bah pour aller au Stade Bonal, voir le Stade Lavallois. Voir le Stade Lavallois, gagner ou perdre, on verra. On verra en tous les cas. Bon bah bravo en tout cas. Ben, merci. Bravo. Tout va bien? Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Bon, le Racing joue au milieu de semaine là. Ouais. À 20h, mercredi, contre le Besançon Football Club, le derby. C'est terrible hein, d'être à 20h, hein, mercredi. Bah, j'aurais préféré à 6h, moi, personnellement, mais mais bon, je pense qu'il y en a qui préféraient 20h, d'autres. C'est 20h définitivement. Oui, ce coup-là, c'est 20h définitivement. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça pourrait être à 18h, mais non, apparemment, ce coup-là, c'est bien à 20h. Oui, moi, j'aurais préféré. Comment? Avec la Ligue des Champions, ça aurait été mieux. C'est vrai. Bon, ça me dérange pas de trop, le match est sur Canal, donc j'ai pas Canal. Non, le match. Ça me dérange pas de trop, Le match mercredi. de Monaco n'a pas lieu. Ah oui, c'est la semaine prochaine, oui, mardi. Oui. Mais il y aura quand même un match mercredi, voilà, qui sera C'est Rennes sur Naples. Canal. Voilà, ce sera sur Canal, mais bon, c'est pas grave. Si c'est que la semaine prochaine, c'est pas grave alors. Oui, Monaco, c'est la semaine prochaine. Oui, non, c'est pas forcément trop grave, en tout cas, pour ce mercredi. Eh ben, on vous remercie, en tout cas, Dominique. Oui. Hein, on n'a pas donné votre prénom, mais on le connaît. Pour moi, hein. J'ai reconnu la voix. Comment? C'était trop facile pour moi. Ah bah pour vous, oui, c'était trop facile. Ah bah après, les autres n'ont pas appelé, donc c'était pas non plus compliqué. Hein, j'avais tout donné, là. Hein. Même moi, j'avais trouvé. Oui, même Thomas avait trouvé, donc c'était pas hyper compliqué, Je sais quoi. pas, je connais pas Thomas. Alors. Thomas, c'est celui qui appuie sur les boutons. C'est celui que vous entendez actuellement. C'est le remplaçant de Guillaume. C'est ça. Bah oui, c'est ça. On salue Guillaume, hein, d'ailleurs, s'il nous Oui, écoute. bien sûr, on le salue, Guillaume qui doit nous écouter. On l'espère, on lui donne le bonsoir. Eh ben, bonne soirée. Eh ben merci beaucoup. Merci, et puis, Dominique. puis encore bravo. La fusion, des éventuelles fusions. Ah oui, mais on en parlera, on fera un truc exprès voilà, une prochaine fois parce que là en ce moment on est un peu
On est un peu overbooké, comme dit l'autre. On est un peu... touche plus terre. Ouais, on touche plus trop terre, là. Donc on en parlera, oui. On fera un sujet peut-être la semaine prochaine ou on verra. Ou un breaking news On attend d'en spécial. savoir un petit peu plus sur tous les aboutissants pour faire une émission un petit peu là-dessus, parce que c'est encore un petit peu flou, quoi. Donc, je préfère avoir tous les tenants. Qu'est-ce qu'ils font demain, le PSG? Comment? Qu'est-ce qu'ils font demain, le PSG? Bah, ils s'imposent. Ils gagnent ou Ah bah oui. Bah, au moins ne pas prendre de but à la maison. ils perdent combien demain? Oh, bah ils vont peut-être gagner. Ils vont peut-être surprendre. Mais au moins ne pas... Voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas prendre de but à la maison. Ou au moins ne pas en prendre 6. Bon, ils en prendront pas 6, à mon avis. Je pense pas. Ils ont un Non. blessé sérieux, là. Comment Au Barça, non? Ah oui, Alex Vidal. Oui. Ah bah oui, après ça fait partie du du jeu, mais ça sera... Tant que c'est pas Messi, ça va. Ah bah pour eux, oui, c'est sûr que si Messi est blessé, ça va être plus handicapant, oui, ça c'est certain. Et plus, je dirais pas plus facile pour le PSG, parce que c'est quand même le Barcelone qui arrive en face. Donc, Oui. Mais c'est vrai que Messi, c'est une pièce maîtresse, hein, on peut dire ce qu'on veut de cette équipe. De cette équipe sans Messi, c'est sûr que dans un match fermé, c'est mieux que le Real, plus compliqué. Le Real, c'est pas terrible. Ouais, ça dépend, ça joue quand même. Il y a quand même des grands joueurs aussi au Real. Ça- Des danseuses étoiles, oui. Après, chacun son avis, quoi. Chacun son avis. J'aime bien notre auditrice. Chacun son avis. Ouais, toi, t'es prépare ça va pas. Solidaire. Ouais, exactement. Bon, ben, on va vous laisser, Dominique. Il y en a qui préfèrent le Real, il y en a qui préfèrent Marseille, il y en a qui préfèrent PSG. Moi, j'aime le beau jeu. Il y a même des gens qui préfèrent Besançon. Oui, mais je sais pas, j'en connais pas de ces gens-là. Non. Eh ben, merci, Dominique. Merci de votre appel et puis à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et ben voilà, c'est Dominique qui remporte la place. Pourtant, la question n'était pas difficile ce soir. Mais bon, je pense qu'il y a des timides, ils n'osent pas appeler. Je connaissais aussi la réponse parce que... Ah oui, mais toi, tu peux pas jouer, c'est pas possible. Non. Tu ne peux pas jouer. En plus, c'était le gardien de la Ligue 2 de l'équipe du Racing en Ligue 2 Bah du temps oui. de Stéphane Paille et Bruno Genesio comme adjoint. Exactement. Mais oui, il y a du beau monde qui est passé par Tout le monde le savait, même ma mère, je suis sûr, elle savait la réponse. Ah ben, il dire qu'elle appelle, Thomas. C'est c'est peut-être elle. Voilà, ça appelle juste après. Allez, on ouvre la page Ligue 2 avec. On va vous donner. Avant, je vais vous donner les résultats du national. Hein, c'était la 21e journée. Chambly a battu Créteil 2-1. Béziers a battu Sedan 2-1. Le Pau FC a battu Boulogne-sur-Mer 0 partout. Consola-Marseille a battu le Paris FC 2-1. Dunkerque a battu l'US Avranches 3-0. Et Châteauroux a battu le CA Bastia 5-0. À noter la très belle victoire de l'ASM Belfort de Maurice Goldman grâce à un but de balle à la 10e minute de jeu. Et ils ont tenu les Belfortins et ils sont allés s'imposer du côté d'Épinal. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien. Il y avait un match ce samedi, Lyon-Duchère-Quevilly, un but partout. Alors pour le moment, en tête, Concarneau premier avec 36 points, deuxième Dunkerque 34, troisième Boulogne-sur-Mer 33. Et les Herbiers 15e avec 23 points, 16e Belfort 21 points, mais encore 2 matchs en retard. Épinal 17e 20 points et 18e Sedan avec 14 points. Allez, maintenant on ouvre la page Ligue 2 avec... pour vous donner déjà les résultats en Ligue 2 de cette 25e journée, avec Nîmes Tours qui avait fait un but partout. Niort a battu 3 buts à 2. Laval Red Star, un but partout. L'AC Ajaccio, prochain adversaire des Sochaliens, donc ce sera le vendredi, je ne sais plus, on verra ça. Et je vous redonnerai la date tout à l'heure. Ça sera le week-end prochain en tous les cas. L'AC Ajaccio a battu Valenciennes 3 buts à 2. Amiens a battu le Gazélec Ajaccio 4 buts à 0. Le Havre, qui se réveille un petit peu, a battu Bourg-Péronas d'Aurélien Fèvre 3 buts à 0. Et Auxerre qui crée la sensation. En tout cas, on a bien relancé les Auxerrois. Hein, ils étaient venus s'imposer au Stade Bonal 1 à 0. Et finalement, ils ont battu le leader Brest. Donc c'est là qu'on peut se dire que la Ligue 2 est quand même assez étrange. Parce que Auxerre ils étaient au fond du trou, puis Brest qui caracole en tête. Et ben finalement, Auxerre a battu cette équipe brestoise 3 buts à 1. Et on vient au match de ce samedi, sachant qu'il y aura encore 2 matchs ce soir, donc Strasbourg-Orléans à 19h et Lens-Clermont Foot à 20h45. Et Sochaux est allé s'imposer du côté de Reims. Les joueurs ont réagi, c'est vrai que Monsieur Lee, l'actionnaire, a poussé un coup de gueule entre guillemets cette semaine et ça a fait du bien aux Sochaliens, ça les a sans doute réveillés et ils ont marqué, c'est un bon présage, hein, à la 13e minute de jeu. Bon, le chiffre 13... Pardon, excusez-moi, c'est moi qui m'étrangle. Le chiffre 13
a porté bonheur aux Sochaliens et il s'impose 1-0. Bon, on va écouter justement le résumé de cette rencontre entre Reims et Sochaux. Très belle affiche entre Reims 3e et Sochaux 8e. Les Sochaliens vont mal en ce moment sur 3 défaites consécutives. Il n'y a eu qu'un point pris sur les 5 derniers matchs. Werner, le gardien titulaire, est blessé pour le reste de la saison. Teke, vainqueur de la CAN avec le Cameroun, n'est toujours pas de retour. Il va donc falloir compter sur Christopher Dilo dans le but. Pierre Gibaud, le capitaine, est là. Moussa Sao, Florian Tardieu, Franck Honora et Faneva Andreatsima également titulaires. Des Sochaliens qui aimeraient bien faire un résultat pour se rassurer. Mais Reims est souvent imprenable à domicile. Ça passe sur le côté ici pour Moussa Sao. Le centre de Sao, deuxième poteau. La reprise de Faneva Andreatsima. La première attaque nette des Sochaliens se transforme en but. 13e minute, 1-0 pour les joueurs d'Albert Cartier. 12e but de la saison pour Andreatsima. Sochaux est bien lancé dans ce match, mais il reste beaucoup de temps. Et les Rémois réagissent. Sauvetage sur la ligne de Christopher Dilo. Quelle parade! Occasion énorme du stade de Reims. Il a l'air complètement battu, mais belle réaction. Un sauvetage qui permet à Sochaux de conserver le leadership à la mi-temps. 1-0 à l'extérieur. C'est un très beau résultat. Sort une énorme performance dans le but de Sochaux. Il va être encore sollicité avec ce tir sur le poteau. Nouvelle tentative importante pour Grégory Berthier. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Encore une. Avec ce tir juste à côté cette fois-ci. Gaëtan Charbonnier qui rate la cible. Les Rémois ne sont vraiment pas récompensés de leurs efforts. Et Sochaux continue à avoir quelques contres. Avec ce ballon donné en retrait pour un tir supplémentaire. Le but du 2-0. Mais un but refusé par l'arbitre Stéphane Jochem. Pas de but pour se mettre à l'abri. Car l'arbitre avait vu une faute auparavant. Il avait sifflé. Il sort un deuxième carton jaune contre Amari Traoré. L'international malien est exclu à la 93e minute. Les Sochaliens auraient sans doute préféré le but. Reims termine en infériorité numérique, mais ça ne change rien. Victoire de Sochaux 1-0 sur le terrain de Reims. Bah oui, on aurait préféré le but parce que ce but, pour moi, je ne comprends pas trop. Je ne vois pas pourquoi l'arbitre n'a pas laissé l'avantage à l'attaque, car il a sorti un deuxième carton jaune, donc synonyme de rouge pour justement le joueur de Reims. Mais franchement, il aurait dû laisser pour moi l'avantage. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les auditrices et auditeurs. Justement, on va prendre tout de suite, je crois que c'est Bernard qui est à l'appareil. Bonsoir Bernard. Bonsoir, c'est Fred encore. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi. Ouais, non, mais c'est très mal arbitré sur cette action. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il aurait dû laisser l'avantage à l'attaque? Ah bah bien sûr, Bon, on est d'accord. Parce que, bon, il y a une faute sur tout ça, je crois. Oui, c'est ça. Bon, après, il frappe et il marque. Je pense qu'il aurait dû attendre la fin de l'action du ballon, je pense. Pour moi, oui, je pense aussi. C'est très mal arbitré de la part de M. Jochem. Oui, puis de toute façon, c'est toujours pareil. Très mal arbitré. Et puis je crois qu'en premier mi-temps, il y a un pénalty qui est sifflé pour Sochaux. Il y a une main, je crois. Hein. Ouais, il y a une main, bon, qui est peut-être pas forcément évidente, mais je veux dire, c'est sur cette. Si on applique la règle, bon, ça fait. Il y a main. Bon, là, comme on dit, la main est volontaire, mais s'il applique la règle, pour moi, il y a pénalty. Dans la surface, c'est pénalty. Bah oui, il y a pénalty. Bon, après, c'est. Bon, ça siffle pas. Influencé sur le score, c'est le principal. On a gagné, c'est le principal. Maintenant, il faut confirmer contre la balle vendredi. À domicile. Oui, faut confirmer. Faut confirmer, en tout cas, à domicile. Attends, quitte pas, je suis en train de faire un truc avec Fred, là, parce que... Voilà, regarde si c'est bon, là. Voilà, là, c'est bon. Désolé, il était en train de... Voilà, parce de temps en temps, dans l'émission, on explique aux auditrices et auditeurs. On filme un petit peu la séquence, et puis, voilà. Fred et la technique, c'est pas encore au point. Il va faire des cours du soir. Thomas va le prendre en cours du soir, et... On va faire une formation accélérée. Oulala, pourquoi pas demain soir? On est le 14 février, ça tombe bien. Après, tu fais la Saint-Valentin avec qui tu veux. Je suis pas certain que ta copine va apprécier beaucoup. Mais... Ou alors, vous serez 3, je sais pas comment vous allez y faire. Hein. Non, c'est un grand canapé. Pourquoi le canapé directement le lit? Alors après... Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. J'ai eu peur. Non, pardon. J'ai eu peur. Vous pouvez nous retrouver, on parle de canapé. Non, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur le Facebook de Soyons Sport. Exactement. En direct live. En direct, là on est en direct, on parle avec Bernard justement du FC Sochaux-Montbéliard, de ce qu'il a pensé de cette rencontre. Bon, ça fait du bien quand même d'aller s'imposer du côté de Reims après le match contre Auxerre. Mais
comme je disais encore à Fred tout à l'heure, bon, Laval le 19e, faut pas faire de faux pas là, on est capable de les relancer. Comme on a toujours l'habitude de relancer les matchs classés. Oui, c'est vrai qu'on a eu tendance à relancer Auxerre, hein, qui a battu le leader Brest. Ah ouais, bah oui. Et finalement, Orléans marche bien pour le moment en tout cas, et qui va peut-être se sortir de la Ligue 2. En tout cas, on le souhaite pour nos amis orléanais. Mais c'est vrai que cette fois-ci, il faut battre le Stade Lavallois. Sochaux a créé, je ne vais pas dire l'exploit, hein, mais c'est pas facile d'aller s'imposer à Reims. Hein. Peu d'équipes l'ont fait jusqu'à maintenant. C'est compliqué. Je crois que c'est que leur deuxième défaite de la saison. Tout à fait. Ils ont perdu contre Laval 2-0, je crois. Tout à fait, c'est ça. Bon, je sais pas si c'est mettre un mauvais présage que le Stade Lavallois soit imposé là-bas, mais en tout cas, oui, c'est compliqué de s'imposer à Reims. En plus, on a eu un très bon Christopher Dilo aussi dans les buts, hein, qui à la 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps, fait un arrêt sur sa ligne. Un très bel arrêt parce qu'il part complètement de l'autre côté et il arrive à revenir sur ses appuis. Donc un arrêt qui permet à Sochaux de ramener aussi ce score de 1 but à 0. C'est vrai, on aurait bien aimé que Tousgar marque, mais bon, après, il faudra peut-être expliquer à cet arbitre qu'il faut toujours donner l'avantage à l'attaque. Si on veut voir des buts, il faut laisser l'avantage. Moi, je n'ai pas compris cette action de jeu. Enfin, peut-être que l'arbitre pourra peut-être nous expliquer, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Mais je pense que sur l'action, ici, parce que quand Johan Tousgar il prend la balle et qu'il marque, je pense que l'arbitre il voit la balle sortir en sortie de but, je pense. Oui, peut-être, mais bon. Je pense que ça. Mais il faudra quand même lui poser la question à M. Jochen et puis qu'il nous donne quand même la réponse à l'antenne. Oui. À l'antenne de Soyons Sport ou alors sur le réseau. Déjà qu'on arrive à le contacter, là, ça va peut-être compliqué, mais c'est vrai que c'est vrai qu'après on donne toujours l'avantage à l'attaque, donc ça serait bien que ça soit appliqué, mais après voilà, c'est une appréciation. C'est quand même dommage parce que il siffle la faute après le but, juste avant le but. Après c'est sa décision à lui, mais c'est pour ça il peut compter en fin de saison. Exactement, il peut aussi compter en fin de saison, mais pour ça il faudra encore remporter des matchs, mais en tout cas. Tout est fait pour ceux qui s'inquiétaient sur les réseaux sociaux. Voilà, vous saurez qu'en football et en sport, rien n'est jamais écrit. C'est vrai qu'on a une équipe cette saison qui n'est pas régulière, tout simplement. Après, je voyais sur les réseaux sociaux pourquoi Albert Cartier change de joueur un tel. Sans doute parce que les joueurs ne sont pas réguliers, tout simplement. Si les joueurs étaient réguliers, c'est quand même plus simple pour un entraîneur d'aligner pratiquement la même équipe, sauf quand en cas de suspendu et de blessé, que de changer d'équipe à chaque fois. S'il change l'équipe, c'est qu'il y a une raison. C'est que les joueurs soit n'apportent pas ce qu'il faut, ou soit ne sont pas réguliers. Et c'est ce qui se passe. On arrive à perdre contre Auxerre, Orléans. On arrive à gagner à Reims, qui est quand même une équipe assez costaud. On l'a vu au Stade Bonal au match aller. Donc voilà les raisons aussi également qui peuvent expliquer en tout cas Albert Cartier se passer d'un tel ou un tel lors des matchs. En tout cas, on te remercie Bernard. On te verra peut-être ce samedi, ce vendredi. Moi, je suis déjà parti en Ligue 1. Non, vendredi, je ne pourrais pas y aller. Ah d'accord. Bon, écoute, on sera au Stade Bonal pour toi alors dans ce cas-là. Voilà. Ah, mais je reverrai le match sur Bein, de toute façon. Oui, il sera chez nos confrères de Bein. Je serai le 3 mars pour le Havre. Comment ? J'y serai le 3 mars pour le Havre. Ah, pour le Havre. Bon, écoute, on se verra là. Bon, écoute Bernard, bonne soirée à toi. Merci d'avoir appelé. Et puis, à une prochaine du côté du Stade Bonal. Oui. Et puis, allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. À bientôt Bernard. Bonsoir, à bientôt. On va entendre justement les réactions d'Albert Cartier. Michel Derzakarian qui est forcément déçu. Mais comme il dit, contre Sochaux, il faut du jeu. Ils ont raté leur première mi-temps. Pour casser une spirale négative dans laquelle on était engagé, c'est un match un peu spécial, effectivement, face à un concurrent direct. Donc gagner un match comme ça face à un concurrent direct, qui plus est sur un scénario comme on avait quand même quelque peu imaginé, c'est-à-dire subir une grosse pression de cette équipe de Reims. Voilà, c'est intéressant. Qui plus est, on l'a gagné avec des vraies valeurs, celui-là. C'est un match gagné avec des vraies valeurs. Voilà. Il y a eu 30 tirs, j'ai noté 14 pour nous. Il y a eu 40 centres, il y a eu 27 centres pour nous. On a eu 7 corners chacun et eux ont cadré 4 fois et nous 5 fois. Donc c'est un match vraiment avec beaucoup de situations dangereuses, de situations offensives. On s'est fait un petit peu manger la cerise sur le gâteau avec ce deuxième but qui n'a pas été accordé.
Mais on repart ce soir de Reims avec beaucoup de satisfaction par rapport aux efforts fournis. Pas seulement ce soir, mais aussi dans la semaine. Non, je l'ai dit, avec il y a eu 30 tirs, on en a eu 14, donc c'était à peu près équilibré. Il y a eu 40 centres en tout, nous on en a eu 27, donc ça s'est tenu quelque part. Ça veut dire que chacun a eu des temps forts dans ce match-là. Eux auraient très bien pu aussi emporter ces 3 points à un certain moment du match. Et nous, à d'autres moments, on aurait pu conforter cet avantage qu'on avait pris. Mérité, je ne sais pas, mais en tout cas, cet avantage qu'on avait, qu'on a réussi à aller chercher et qu'on a réussi à maintenir jusqu'au terme. Oui, non, mais bien évidemment, on manquait d'efficacité, on manquait de verticalité et de vitesse dans notre jeu. Donc, il fallait qu'on retrouve ces armes-là, ces valeurs-là et cette qualité-là qu'on avait et qu'on a, mais qui avait sensiblement disparu et qui ne nous permettait plus d'avancer et de prendre des points depuis le début de l'année civile. Oui, non, mais on sait qu'il y a 8 équipes qui sont concernées. Ça reste un week-end, il y en aura 6, puis le week-end d'après, ce sera 6 autres, mais quelque part, il y en a 8 qui sont concernés. Voilà, donc effectivement, nous, ça nous permet de nous replacer, mais surtout, ça permet de valider ce que à peu près tous les entraîneurs ou vous, les spécialistes, dites. Il y a 8 équipes qui iront, et je crois, une chose importante, le banc de touche qui aidera certainement les 3 qui auront la chance de peut-être espérer monter, les 2 plus le barragiste. C'est le banc et la qualité du banc qui permettra à ces 3 équipes d'être au classement final les mieux placées. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Ça va être le banc sur ces 15 derniers matchs. Les bancs, pas le banc, les bancs. Mais le fait d'aller chercher 2 joueurs comme Mohamed Larbi et Johan Tousgar, c'est certain que ça nous donne une expérience supplémentaire et des cartouches supplémentaires offensives. Voilà, parce que c'est un domaine dans lequel on a besoin d'un peu plus de maturité, d'expérience, surtout de ce genre de situation. Où on sait très bien que pour monter, des garçons comme Johan Tousgar qui a déjà eu cette expérience-là, comme Mohamed Larbi, ce sont des garçons qui ont vécu ces moments-là. On a manqué notre première mi-temps. Encore une fois, on joue une mi-temps sur 2. C'est impossible de gagner un match contre une équipe comme Sochaux. Voilà. En première mi-temps, on a été inexistant encore. Voilà. On joue une mi-temps sur 2. C'est très compliqué. Deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait dans le jeu, dans l'engagement, dans le jeu, dans les couloirs, pour pouvoir. On a mis des bons centres. Malheureusement, on a manqué de réussite ou de réalisme de notre part aussi, parce qu'à un moment donné, il faut être beaucoup plus agressif pour marquer des buts. Bah oui, il faut être plus agressif et surtout plus efficace. En tout cas, Sochaux a été efficace dès la 13e minute de jeu. On peut regarder un petit peu les stats. Hein. Les stats sont à peu près, comme disait Albert Cartier, sont équilibrés avec 5 tirs cadrés pour Sochaux, 4 pour Reims. En pourcentage de tirs cadrés, ça fait 25% pour Reims et 31% pour Sochaux. En possession de balle, bien sûr, c'est Reims qui a eu la plus grosse possession du ballon avec 58% contre 42% pour Sochaux. 13 fautes commises pour Reims et 16 pour Sochaux, un carton jaune partout. 8 corners à 7 pour Reims. Et les positions de hors-jeu, 3 buts partout. Donc les stats sont assez équilibrés. Mais cette équipe de Sochaux marque en tout cas 3 points très très précieux. Et on va le voir justement au classement avec Brest qui est premier avec 45 points. Amiens deuxième avec 41 points. Troisième 3 avec 39 points. Quatrième Reims 39 points. Cinquième Nîmes 37 points. Lens 37. Strasbourg 36. Sochaux lui vient en 8e position avec 36 points. Mais à 3 points du podium. Et en bas de classement, on retrouve Orléans 24 points, 19e Laval 23 points. Justement, prochain adversaire des Sochaliens et 20e tour avec 21 points. En tout cas, on espère que Sochaux, ce vendredi, avec peut-être la présence ou non d'Adolphe Tequion, on ne sait pas. Voilà, il y aura une séance de dédicace ce mercredi afin d'honorer Albert, non, c'est Albert Cartier, Adolphe Tequieux, victorieux de la CAN 2017. Hein, donc, il y aura une séance de dédicace auprès du grand public dès 14h à la boutique officielle du stade Bonal.
Ça va être assez sympathique. Elle sera proposée au grand public de 14h à 14h30 à la boutique, comme je vous l'ai indiqué. Avec comme support une carte postale spécialement éditée pour célébrer le succès du numéro 4 sochalien lors de la CAN. Alors, les entraînements cette semaine du côté de Sochaux auront lieu, c'était ce lundi à 10h. Mardi, ce sera à 9h30 et 16h. Et mercredi à 10h. Jeudi, le huis clos. Et vendredi, bien évidemment, le match contre le Stade Lavallois. Et samedi, 10h30 et dimanche, les Sochaliens seront au repos. Allez, on va refermer la page du FC Sochaux Montbéliard et on va ouvrir la page régionale, avec tout d'abord le championnat de CFA avec Jura Sud Foot qui a cartonné Villefranche 6-2. Pour le moment, Jura Sud Foot est 6e avec 26 points. Allez, d'autres résultats en classement, en tout cas en ce qui concerne la CFA2. On va vous donner, si je retrouve ma fiche où il y a les résultats, je crois qu'il y a eu des ratés à mon avis dans cette... on va vous donner le Besançon FC qui a fait un match nul, 1 but partout c'était face à qui? Fred, allez, on va te faire travailler un petit peu là. Le BFC, c'était face à qui? Il ne sait pas. Comment ça, tu ne sais pas? C'était face à Ivry. Ah, Ivry. Ivry, pas Ivry. Ivry. Attention, pas la ville de monsieur... Monsieur Valls, de l'ancien Premier ministre. Oui, de l'ancien Premier ministre, en tout cas. Allez, il y avait également... Ivry-sur-Seine, si vous préférez. Oui, c'est ça. Il y avait du handball aussi également. Du handball. Ce vendredi soir, j'étais au Palais des Sports pour suivre le match entre Grand Besançon de handball face à... Vous allez m'aider. C'était face à qui? Allez, Fred, on va voir si tu as suivi. Face à qui? GBDH. Alors, c'était face à qui? Cherbourg. Voilà, Cherbourg. Il n'y a que moi qui suis. Bah oui, il est perdu, Fred, ça y est. Il est perdu, mais je vais le mettre au handball, là. Il va s'intéresser un petit peu. Le SBF, c'était Dijon, voilà. Ah oui, c'était le derby, oui, avec une belle victoire. CDB, pardon. Le quoi? Le CDB, oui, ça c'est Dijon. Cercle Dijon-Bourgogne. Avec une belle victoire des hommes de Sylvain Rognon et de Christophe Viennet, l'entraîneur, avec Alain Porte, qui était dans les tribunes. Alain Porte, l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine des Bleus, qui pourrait prendre la succession de Christophe Viennet pour la saison prochaine. Le club attend sa réponse. Allez, on va écouter justement les réactions de Sylvain Rognon et Cédric Simonin. Cédric Simonin qui a fait un gros match en seconde période. Et puis Sylvain Rognon également pour le GBDH. Victoire 33-27. On est avec Sylvain Rognon après cette belle victoire face à Cherbourg 33-27. Un match compliqué au début car il y avait deux équipes avec des défenses très agressives. Et puis le match... ensuite, c'est bien déroulé pour Besançon. Oui, je dirais peut-être un peu à l'image de la semaine dernière, encore pas mal de crispation en première mi-temps. On a eu quand même le mérite de rester au contact et de tourner à -1 à la mi-temps, donc c'était un moindre mal. Mais c'est vrai que c'était un match qui était dur, qui était âpre. Cherbourg a quand même eu certaines difficultés à la trêve, à changer l'entraîneur, donc on sent quand même un groupe qui est quand même mobilisé, qui a envie de tourner la page et puis de bien figurer dans le championnat. Donc c'était pas simple en première mi-temps, et puis je dirais qu'on a su, un peu à l'image de la semaine dernière, le passage en 1-5 nous a fait vraiment du bien tactiquement. Donc on s'est retrouvé en défense, on a les gardiens qui ont fait pas mal d'arrêts et on a pu monter certains ballons, on a pu faire un écart. Derrière, on a pu bien gérer le score. Comme la semaine dernière, les fins de match, c'est pour Besançon en fait, avec gardien exceptionnel aussi dans les derniers buts et puis tout rentré aussi en fin de match. Oui, ce soir c'est vraiment une victoire collective parce que je pense que chacun a apporté le temps qu'il a passé sur le terrain, vraiment chacun a apporté ce qu'il fallait. Donc c'est très positif pour le groupe parce que jusqu'à la fin de l'année, on aura besoin vraiment de tout le monde, de tous les joueurs. Et ce soir, on a pu voir que l'effectif, même limité de Besançon, il est de qualité. Et puis surtout, avant le match contre Valence, c'est de bonne augure. C'est 2 victoires, encore de la confiance engrangée. Et il va falloir faire un gros match aussi à Valence. Oui, on le sait, c'était déjà le cas au mois de janvier. On sait que notre championnat se joue en grande partie au mois de février, puisqu'on avait ces 2 réceptions-là, plus le match, je dirais la finale à Valence. Ça sera la finale pour le maintien. Donc j'espère qu'on aura la même prestation des garçons à l'extérieur cette fois-ci, parce que c'est vrai que là ça fait 2 matchs qu'on a à domicile et puis je dois vous avouer quand même que le public nous fait pas mal de bien quand on est en difficulté, donc j'espère qu'on arrivera à reproduire ces performances là donc à l'extérieur vendredi prochain à Valence, parce que là effectivement si on venait à s'imposer à Valence, peut-être qu'on pourrait ambitionner autre chose dans ce championnat, même si tout ne sera pas joué mathématiquement. Il y a tel état d'esprit, Besançon ne peut pas descendre, même si on sait que ça peut être compliqué bien sûr. Ah non, il faut toujours rester réaliste dans ce championnat, vraiment avec 2 victoires on
le voit, on pourrait commencer à s'enflammer. Je tiendrai le discours qu'il faut aux garçons, vu égard à mon expérience et à mon âge, pour pouvoir maintenir tout le monde sous pression, parce qu'on a encore un match important la semaine prochaine. On le sait, on a un mois de février qui est très important. Si on venait à tourner à 3 victoires, peut-être qu'on pourrait reconsidérer les choses. Mais vraiment, rien n'est acquis. On ne pourra pas assurer le maintien en février, c'est pas possible. Mais par contre, on pourra bien l'engranger. Merci en tout cas, et puis bon courage à Valence, et on espère une victoire. Merci, à bientôt. On est avec Cédric Simonin, le gardien de cette équipe du GBDH, qui a fait une grosse partie ce soir. Un début de match compliqué, mais avec des défenses, comme on l'a dit, agressives. Après un changement tactique, comme la semaine dernière, et puis Besançon à la fin a marché sur l'eau. Oui, un peu comme la semaine dernière. On fait un début de match qui est un peu médiocre, mais qui est certes meilleur que la semaine dernière. Donc on prend 2-3 buts vite, mais on arrive à déjà recoller au score. Et au fur et à mesure du temps, l'équipe commence à s'embraser, tout comme le public. Donc ils décident de me faire rentrer en deuxième mi-temps, ce que je ne m'attendais pas vraiment, parce qu'Ilia a fait une bonne première mi-temps. Avec l'équipe, j'ai commencé à monter en pression. Comme le public nous suivait derrière, ça nous donnait encore plus envie de répondre présent. Ça paye encore une fois, donc on est sur une bonne série, donc il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et continuer sur cette lancée. Oui, c'est surtout l'état d'esprit en tout cas sur cette partie, comme la semaine dernière, qui est aussi important, surtout quand on joue le matin. Ce qu'on retrouve est ce qu'on avait du mal à avoir en fin de première partie de saison, parce que certes on avait cet esprit d'équipe, cette combativité, mais on n'avait pas les résultats derrière. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ces résultats qu'on attendait depuis un certain temps, qui pourront nous remonter au classement, et ça nous fait du bien moralement. Comme on le disait avec Sylvain, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'enflammer, c'est certain, parce qu'il y a un match important face à Valence qui arrive. Il va falloir aussi garder encore cet état d'esprit et aller s'imposer du côté de Valence. Totalement, et c'est ce qui est le plus difficile au final, c'est de garder toujours cette combativité et d'enchaîner les résultats, parce que maintenant on est attendu avec 2 grosses victoires comme ça contre des grosses équipes. Maintenant on devient des favoris sûrement contre une équipe comme Valence, donc c'est là où il faut répondre encore plus présent, parce que la pression elle est sur nous et pas sur l'adversaire. Alors, pour revenir sur cette rencontre, qu'est-ce qui a fait pour vous basculer justement ce match en faveur de Besançon? Je pense tout simplement que vu la performance de la semaine dernière, c'est tout d'abord l'envie, la motivation, la combativité, l'esprit collectif qu'on a gardé par rapport à la semaine dernière, et c'est ça qui nous a pas fait perdre notre sang-froid quand on était à -3 au début, et qui nous a permis de remonter petit à petit au score, et au final de pouvoir dérouler notre jeu, de montrer qui était à la maison, et pouvoir gagner largement ce match. Et comme on le disait, l'enthousiasme du public aussi était important ce soir et puis la semaine dernière également. Absolument. J'ai rarement vu un tel enthousiasme pour le GBDH, et ça montre vraiment l'importance du public pour une équipe, parce que nous, ça nous remonte et ça nous donne encore plus envie, et ça c'est incomparable. En tout cas, merci, on espère une victoire la semaine prochaine à Valence. Merci à vous. Oui, la deuxième victoire d'affilée pour le GBDH, qui aura un gros match face à Valence. Ça sera la semaine prochaine. En cas de victoire, on pourra dire que le maintien est pratiquement acquis pour cette belle équipe de Besançon qu'on apprend à découvrir. On les suit, moi j'y suis depuis longtemps, mais on est vraiment au contact avec eux depuis qu'on fait les interviews, qu'on a accès à la tribune de presse également. Donc on s'attache vraiment à cette équipe byzantine. Et on va parler justement d'une autre équipe byzantine de handball. Et ça concerne les filles de l'ESBF qui jouaient ce dimanche un match important. C'était le derby Bourgogne-Franche-Comté, un derby qui tient à cœur de tout le monde. Et oui, on a passé un très bon moment au Palais des Sports. Il y avait plus de 3000 personnes au Palais des Sports. C'est quand même à souligner. C'est très important. On sait que Besançon est une vraie ville de handball également. Et c'est une belle ambiance devant les caméras de Beansport. Je pense que les gens qui ont regardé ce match à la télévision ont dû être comblés également. Nous, on a été sur le parquet. Il y a eu 2 minutes où les équipes étaient à égalité. Ensuite, Besançon s'est envolé. Et Besançon a remporté ce match haut la main 32-26. On va écouter justement la réaction de la coach Raphaël Tervel, très satisfaite après ce match et ce début, cette deuxième partie de saison. On est avec Raphaël Tervel après une très belle victoire de l'ESBF 32-26. Il y a eu 2 minutes au début du match, mais après le SBF s'est envolé. Oui, un peu de tension au départ, ce qui est normal. C'est vrai que de voir le public comme ça, le Palais des Sports rempli comme un œuf, au début ça fait bizarre, et puis après on s'y habitue vite. Elles se sont vite mis dedans, surtout défensivement, et on a beaucoup couru. On a monté beaucoup la balle. C'était un peu la consigne, parce qu'on avait quand même plus de rotation
que Dijon. Ils ont pas mal de blessés, donc on savait qu'il allait un peu moins tourner et on a vraiment insisté sur ce domaine-là. C'est vrai, une défense très agressive de Sanson qui n'a pas lâché. À un moment donné, on s'est dit bon, physiquement ça va peut-être pêcher, mais non, finalement l'équipe a tenu jusqu'au bout. Oui, parce qu'on a fait pas mal de rotations, on a fait jouer tout le monde. Donc il y avait la première vague et puis après il y avait la deuxième et du coup c'est vrai que ça s'est un peu joué sur ce point-là, quoi, le match. Et c'est bien qu'on soit resté avec notre petit écart là en deuxième mi-temps. On a fait un peu le trou en première et on n'a pas relâché à aucun moment. Elles sont revenues à moins de 4 buts, donc ça aussi c'est important. Elles sont restées concentrées et appliquées pendant une heure. Finalement, cette équipe elle continue avec toutes les victoires engrangées depuis la seconde partie de saison. C'est une belle période. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment sur une bonne dynamique et on a envie de continuer cette série de victoires le plus longtemps possible. Après, voilà, on sait que la série va ne faire que monter en grade et en puissance, puisqu'on va à Nantes la semaine prochaine. Ça ne sera pas une mince affaire et ensuite on va à Metz et on reçoit ici les deux du trio de tête. Donc voilà, on se prépare, mais bon, en tout cas au niveau de la confiance, on est au top, quoi. Ça doit faire plaisir devant plus de 3000 spectateurs, c'est quand même exceptionnel aussi, on en redemande. Ouais, c'est sûr qu'il y avait énormément de choses autour de ce match et on a su rester aussi concentré sur notre sujet Dijon et profiter bien évidemment de cette ambiance magique. Et c'est vrai que de voir le Palais des Sports à moitié rouge, en tout cas, on n'y est pas encore totalement, mais à moitié rouge, à moitié rouge, ça fait quelque chose, quoi. On a juste à un moment donné à lever la tête pour voir tout ce rouge et ça nous remet dedans direct, quoi. Et face à Dijon, ça a une saveur forcément particulière pour tout le monde. Bien sûr, je pense que il y avait beaucoup plus d'attentes de tous les gens autour que de nous, j'ai l'impression. Donc au moins, voilà, je pense que tout le monde est content ce soir. Et le tirage au sort avec une rencontre contre Metz aussi, ça s'annonce ? Ouais, ça c'est dans longtemps, hein, donc on a le temps d'y penser. Ce sera forcément un match compliqué. On n'a pas de chance de toute façon. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas reçu une fois ici à Besançon sur les matchs de coupe. Donc maintenant, voilà, si on veut aller le plus loin possible, il faudra forcément battre les gros à un moment donné ou à un autre. Voilà, on jouera le coup à fond. On ne sera pas favori, mais on aime bien ce rôle de petit qui va chercher à taper le gros et on sait que sur un match on est capable. Merci beaucoup, bravo. Bah oui, elles sont capables, nos Byzantines, de taper le gros sur un match. C'est vrai que c'était un beau match face à Dijon. Il y aura encore d'autres matchs au Palais des Sports. Et venez voir. Si vous ne connaissez pas le handball, on surfe aussi sur le titre de champion du monde des garçons. Mais c'est un beau sport, le handball. On a la chance d'avoir dans cette ville 2 belles équipes de handball, que ce soit l'ESBF qui a un passé, qui a une histoire, le Grand Besançon Doux Handball. Donc c'est important de soutenir les équipes byzantines si on veut voir du sport de haut niveau dans la ville, dans la région. Donc venez de partout suivre ces 2 équipes. Il y avait aussi un autre événement ce week-end, c'était du futsal, c'était au Palais des Sports aussi. Comme je vous dis, qu'on n'a pas quitté le Palais des Sports pendant ces 3 jours. C'était, Comment il s'appelle ce Palais des Sports ? Ah bah oui, le Palais des Sports Gagny-Yalouz. Tu fais bien de me le dire parce qu'on a un petit truc sur Gagny-Yalouz. On va peut-être le passer, allez, après on passera le futsal, mais ouais, on va peut-être passer... Oui, est-ce que tu l'as pris ? Est-ce que tu l'as pris le... Non, mais je vais le trouver, il est dans la clé, il s'appelle Gagny-Yalouz, le fichier, c'est ça. Je l'ai. Voilà, juste en préambule du match, il y a le Palais des Sports qui change pas de nom, on s'appellera le Palais des Sports, mais le Palais des Sports Gagny-Yalouz qui est un enfant d'ici, bien évidemment, un enfant du quartier en plus. Et alors, je crois que le maire Jean-Louis Fousseret disait qu'il était né à la date de création du Palais des Sports, ce qui est quand même... il va fêter ses 50 ans. C'est le discours de Gagny-Yalouz qu'on va écouter ? Ouais, c'est ça. Il est un peu marrant, on l'a écouté ce matin. Une petite partie, parce que j'ai pas tout pris, parce que j'étais pas tout prêt, donc il a fallu que je tende un peu le micro comme une perche. Mais écoutez, ça c'est sympa, puis il est super sympa, Gagny. Vous l'avez compris, Besançon est ma ville de cœur. J'y suis chez moi. Et j'espère que j'y serai toujours. Jean-Luc Fousseret a su faire de Besançon, et ça c'est très important, une ville sportive et culturelle. Alors, et surtout un point essentiel qui fait bon vivre. Accueillante, qui se réinvente sans cesse. Alors pour moi évidemment, c'est un grand honneur aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant vous. Pour finir, parce que je vais commencer à dire n'importe quoi, j'espère avoir oublié personne, mais en tout cas tous vous remercier du fond du cœur d'être présents. Et c'est quelque chose d'assez particulier parce que souvent on m'a dit voilà, ton nom va porter le nom d'un stade d'athlète, à la Cléba, ainsi de suite, mais c'est pas le but.
Je crois que c'est un privilège d'être reconnu dans sa ville. Et pour moi, c'est une grande fierté, parce que le Palais des Sports, il y a l'histoire, vous la connaissez, mais qui plus est, c'est ma vie. Et être reconnu par sa ville, c'est pas donné à tout le monde. On en parlait avec Stéphane Diagana avant-hier. Ils ont 3 gymnases. C'est pas le problème. Je vous l'ai dit, on n'est pas dans la comédie, mais moi je suis fier. Vraiment très fier, et je m'en cache pas. Je suis très fier. Je suis très fier et j'espère que pour les autres jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, voilà, ils vont faire aussi bien que nous et ils vont être fiers de porter les couleurs byzantines et surtout les couleurs de la France. Hormis évidemment mon épouse, mes enfants, Mehdi Bala, enfin tous ceux que vous connaissez, tous les acteurs, je regarde Denis Lazarotto, je vois le parrain de ma fille Joachim Ribeiro, Michel Vautreau, mais Michel Vautreau a pris le melon, donc Michel. Il reste encore 2 places. Donc tout ça pour dire, je vais finir sur ce qui est le plus important, sur ce qui est essentiel dans la vie, c'est ma famille, c'est mes parents qui sont là, voilà. Merde, j'aurais pas dû le dire. On va mettre ses mes parents. Voilà, c'est important pour moi. Et mes parents, les remercier de nous avoir éduqués avec Khalid, avec Abdel. Et remercier mes amis qui sont toujours fidèles. Je regarde Mehdi, je regarde Renaud, je regarde vous, parce que je vois beaucoup de têtes. Et sincèrement, excusez-moi si j'ai oublié des gens, mais mon cœur est là. Et mon cœur reste byzantin. Et je resterai byzantin vita aeterna. Voilà, je vous remercie. Franchement, je suis fier et je suis heureux. Merci. Bah oui, nous aussi on est fiers d'avoir un ambassadeur comme Gani Yalouz qui est depuis ce dimanche, c'était pas combiné, hein, c'était pas fait exprès, mais c'est paru au journal officiel, comme l'a dit le maire Jean-Louis Fousseret, c'est Bernard Cazeneuve qui a signé le décret. Gani Yalouz est le nouveau directeur de l'INSEP, il ne prendra ses fonctions qu'au mois de mars, hein, le 11 ou 12 mars. Oui, c'est ça, le 12 mars, donc c'est quand même important et on peut être fier aussi d'avoir un ambassadeur comme ça. En tout cas, pour la ville de Besançon, il y en a d'autres. Il y aura aussi Michel Vautreau qui aura son nom du côté de la Malcombe. Jean Josselin, sans doute, un grand boxeur aussi également. Il faut pas l'oublier. En tout cas, c'est important. C'est important d'honorer ces champions et d'honorer des gens qui font beaucoup pour la reconnaissance de la ville de Besançon. Allez, on va s'intéresser au futsal parce qu'il y avait le Sporting Futsal Besançon qui recevait Clenay, une équipe de 2e division. Une belle équipe byzantine qui a tenu tête pendant longtemps dans cette rencontre face à Clenay. Mais après l'expérience de l'équipe de 2e division qui, à des moments clés, a réussi à faire tourner la balle pendant 7-8 minutes. Et finalement, l'équipe byzantine s'incline 6-3 avec des joueurs de Pontarlier dedans. Il y en avec avait 3, dont Jérémy Courtet. Oui, il y avait Jérémy Courtet, il y avait Mohamed Sissé. Allez, donne-moi le 3e. Jérémy Dessay, je crois. C'est ça. Et ensuite, il y avait aussi, normalement, il devait y avoir un joueur du BFC, mais comme le BFC jouait à 18h, c'est Imad Boussaïd, mais qui n'était pas là. Mais on a vu une belle équipe de Besançon. On a découvert un sport, un club que, comme on avait reçu Steven Peduzzi ici, le président de ce joli club du Sporting Futsal Besançon. Et on va écouter d'ailleurs l'entraîneur Quentin Pourchaud. Forcément déçu, mais pas abattu, car il a vu une belle équipe byzantine également. Et Jérémy Courtet, et lui, on va revenir à l'origine du futsal. Pourquoi il est venu au futsal, vous allez voir, c'est assez marrant. Avec Quentin Pourchaud, l'entraîneur de cette équipe du Sporting Futsal Besançon, après sa défaite face à Clenay 6-3, mais franchement sur ce match, rien à regretter car on a vu une belle équipe de Besançon. Ouais, rien à regretter. L'objectif c'était de se faire plaisir et de tout donner aujourd'hui pour essayer de créer l'exploit. On a vu qu'on est passé pas loin. Donc rien à regretter, on a fait une belle fête du futsal, une belle promotion de notre club et du futsal dans la région avec un palais bien plein, donc c'était l'objectif. Après sur le terrain, c'est vrai qu'on les a pas laissés prendre le large, à chaque fois on était à -1 ou -2 jusqu'à la fin. On les aura fait douter, je pense pas qu'ils s'attendaient à ça, donc c'est vrai que rien à regretter, si ce n'est que l'exploit était pas loin et qu'avec un peu plus de réussite et de chance, on aurait pu faire quelque chose. Oui, c'est sûr qu'en face, ils ont sans doute un peu plus d'expérience. On l'a vu quand ils font tourner le ballon pendant 7-8 minutes. Et c'est vrai que en face, Besançon, forcément, on n'a pas forcément le niveau pour aussi. Mais franchement, sur ce match, moi, j'ai pas forcément vu d'écart, sauf si ce n'est à la fin. Oui, bien sûr, on a des lacunes encore tactiques
énorme par rapport à un club presque semi-pro. Ils jouent en D2, donc c'est sûr que le moindre retard ou la moindre erreur de notre défense, c'est tout de suite attaque prometteuse pour eux et on est en difficulté. Mais on a vu des gars solidaires, c'était l'objectif. Les 12 joueurs qui étaient présents, solidaires, pour essayer de les faire douter. C'est ce qu'on a réussi. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à comme je l'ai dit tout à l'heure, à une opposition de la sorte. Et puis vraiment, nous, c'était l'objectif que du bonus d'être ici au Palais des Sports, dans cette belle salle avec du public. L'objectif, c'était vraiment d'atteindre les 32e pour pouvoir faire la promotion de notre club et du futsal dans la région et sur la ville de Besançon. Et donc, c'est 100% de réussite à ce niveau-là. C'est vrai que ça restera une belle expérience, cette Coupe de France. Je me demande ce qu'il faut en retenir. Qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour passer un palier. Et puis par rapport aux équipes supérieures, du niveau supérieur, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, le club est jeune, il a que 3 ans, créé en 2013. Donc il n'a même pas 4 ans encore. Donc on essaye de se structurer tant au niveau sportif qu'au niveau organisationnel sur le plan de beaucoup de choses. Mais on va avancer petit à petit et cet événement-là, c'est que du positif, que de la récompense du travail qui a été fait depuis 3 ans. Et voilà, on prend ça qu'en positif, c'est clair. On est avec Jérémy Courtet du CA Pontarlier, mais qui joue au Sporting Futsal Besançon. Après la défaite du club byzantin face à Clenay 6-3, mais franchement, rien à regretter sur cette rencontre car il y a des moments où vous avez tenu tête aussi à cette équipe. Ouais, voilà, rien à regretter, on n'avait rien à perdre. Je pense qu'on les a fait douter. On les a fait douter jusqu'à, je dirais, 10 minutes de la fin où ça a vraiment commencé à être dur parce que voilà, ils avaient beaucoup le ballon, il y avait beaucoup de mouvements. Nous on défendait, on courait, on s'est épuisé et puis à la fin ils ont fait la différence parce qu'ils étaient meilleurs et je pense plus d'automatisme futsal que notre équipe. Mais je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, on a proposé des belles choses, on s'est créé des occasions. Voilà, on leur a tenu tête, ça restera un super souvenir avec du monde et on est content. Oui, c'est vrai qu'en plus il y avait du monde, donc c'est ça qui est aussi important, il faut que ça se développe. Mais justement, on sait que vous jouez aussi à Pontarlier. Comment vous êtes venu au futsal ? Alors moi je suis venu au futsal parce que j'étais en coloc avec le gardien, donc Pierre Bruno, avec qui je faisais mes études et on s'est mis en coloc. Et puis c'est vrai que moi je suis fou de foot, donc je joue avec l'équipe universitaire, je joue à Pontarlier. Et puis il me tannait pour venir au futsal. C'était un peu compliqué avec le club de Pontarlier qui avait du mal à accepter. C'est vrai que c'est difficile. Ils ont accepté cette année avec des conditions, il ne faut pas trop tirer. Mais aujourd'hui on a eu la chance entre guillemets de ne pas jouer et de pouvoir jouer ce match. Et c'est vrai que le Sporting c'est vraiment un bon club qui se développe bien. Aujourd'hui je pense que l'organisation était top. On peut remercier tous les membres du club qui ont fait un sacré boulot. Et je pense que c'est un club qui a de l'avenir parce que vraiment ça se développe et ça travaille bien. Alors justement, ce que Sophie vous venez de le dire, de gérer les deux sports, parce que c'est pas forcément les mêmes appuis, les mêmes choses, si. Ah, c'est vrai que c'est totalement différent. Après, ça se complète bien. Je prends du plaisir dans les deux. Après, c'est physiquement que des fois c'est difficile. Hier soir, on a joué en amical contre le Racing. Là, aujourd'hui, je repars sur un match de futsal à haute intensité. Mais c'est vrai que c'est deux sports qui se ressemblent mais qui sont à la fois différents. Mais ça se complète bien. Oui, puis en plus le public a répondu présent, c'est aussi ça l'important. Ouais, c'était super. Ils avaient prévu d'organiser une belle fête. Je pense que c'est réussi. Je pense que ça a donné une belle image du futsal, une belle image du club de Besançon. Et pourquoi pas revenir l'an prochain, on verra en tout cas. On l'espère en tout cas que Jérémy Courtet reviendra l'an prochain. On espère que le Sporting Futsal Besançon sera encore en Coupe de France et qu'il réalisera un bon championnat car pour le moment ils sont premiers. Allez, petite info avec Thiago Silva qui n'est pas dans le groupe pour affronter le FC Barcelone. C'est une nouvelle étonnante. Oui, il n'est pas sélectionné par le coach parisien. Il n'est pas dans la feuille de match à cause de douleurs musculaires. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, coup dur pour le PSG. Du coup, on va dire un but partout sur les deux. Alex Vidal d'un côté, Thiago Silva de l'autre. Ouais, alors votre pronostic justement les gars. Moi je dirais un match nul. Match nul quoi ? 0-0, 1-1 Non, avec des buts évidemment. Donc. Alors ça veut dire. Alors combien ? Je vais dire. Allez, mouille-toi un peu. 2 partout. Ok, 2 partout pour Fred Fitch. Oh là, il y a du but là. Non, moi je vais dire 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris. Et moi je vais dire 3-1 pour Barcelone.
Avec MSN, le trio MSN comme buteur, je suppose. Bon, alors c'est quoi Non, Messi va pas marquer. Suarez va en mettre 2. Qu'est-ce qu'on met en jeu alors? C'est un pari, il faut mettre quelque chose en jeu. Eh ben. Je vais pas mettre grand chose parce que je suis pas très parieur, mais. T'es pas très Eh parieur. ben, on trouvera pour la semaine prochaine, pour l'émission de la semaine prochaine, Oui. on verra le Donc, perdant. lundi prochain. Le perdant, on lui réservera un bon accueil, surtout si c'est vous. Un gage. Aïe, Eh aïe, bien- aïe. Eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles en espérant un bon match demain soir, un bon match pour nos Sochaliens ce vendredi face au Stade Lavallois. Et on va se quitter, comme le dit la formule, avec le fameux Allez Sochaux 19h. Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com.